je vous présente Muriel, qui est ma collègue numérique de la Chambre de métier, qui est basée dans 70, et Pascal Ortebise, donc, qui est animateur Google, et qui va nous faire donc, la présentation essentiellement de ce webinaire sur le référencement de son site internet. Donc, juste pour les outils Zoom, hein, pour mémoire. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas intervenir puisqu'on est en mode webinaire, donc ça explique que vos micros et caméras sont coupés. Juste pour bien se mettre d'accord sur les outils, on a une petite préférence sur les questions-réponses quand vous avez à les faire par le QR que vous allez voir en bas de l'écran. Sinon, sur les conversations, dire que Muriel est magnifique et Pascal sont bien coiffés. Donc, tout ça, ça se passe dans la partie conversation. Mais sinon, vraiment, les questions techniques auxquelles j'essaierai de répondre, ou Pascal aussi, vous posez-les dans le QR. Donc, voilà, donc je laisse la main à Pascal pour le reste de la présentation. Allez, donc je vais partager mon écran. C'est bon pour toi, Pascal? Allez, c'est bon, moi je pense. Voilà, ok. Donc je vais partager mon écran. Que je trouve le bon, celui-ci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok, le son est tout bon. Je vois pas, vous voyez la barre en haut ou pas sur mon écran? La barre de zoom, non? Non. Elle s'est mise là-haut. Alors, si, je peux la déplacer. C'est pratique Zoom, mais j'ai trois modules, donc jongler avec les trois. Allez, c'est parti. Donc rapidement, moi je vais me présenter. Donc Pascal, alors c'est la CMA, c'est ça, là, du coup j'ai bien capté? Oui. Eh ouais. Eh ben, je suis un ancien ressortissant de la CMA. J'étais artisan pendant plus de 20 ans. J'étais tapissier décorateur et j'ai eu un grave accident à circulation qui a fait que je n'ai pas pu continuer mon métier. Donc, dans mon métier, je me suis occupé d'un groupement d'achat. Enfin bref, j'ai fait beaucoup de développement web et informatique. J'avais fait développer aussi un ERP, logiciel de gestion pour la profession. Et quand il a fallu que je me reconvertisse, 6 mois de tout, ça vous laisse le temps de réfléchir, je suis parti dans le numérique parce que j'avais de l'appétence pour ça. C'était quelque chose qui m'intéressait. Et on parle de ça il y a déjà 5 ans, 6 ans. Ça fait 3 ans que je travaille pour Google. Je suis en freelance. Donc, c'est-à-dire que bon, j'interviens coup par coup pour Google, pour la CCI aussi sur Lyon, pour une association de sauvegarde des métiers d'art rares qui s'appelle l'IRMAC. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas votre niveau, mais pour l'instant, c'est régional, ça a vocation à devenir national, ou des métiers qui n'ont plus de formation, de système d'apprentissage. Voilà, on met en relation quelqu'un qui exerce un métier, qui apprend à quelqu'un d'autre, et on donne tout ce qui va à côté. Et moi, notamment, j'interviens dans le numérique pour leur communication. Quand ils seront à leur compte, bien souvent, c'est des choix de vie qu'ils font assez tardivement et ils ne sont pas forcément installés dans une grande ville, c'est même plutôt l'inverse. Donc, s'ils n'ont pas de visibilité sur le numérique, ça risque de devenir problématique pour eux. Ouais. Voilà. D'autre part, donc, je fais du site internet, essentiellement WordPress, un petit peu de PrestaShop, mais là, plus en accompagnement. Et je fais aussi du web marketing, donc j'ai un panel qui est assez complet. Voilà pour ce qui me concerne. On va rentrer dans le vif du sujet, donc on va voir ce que c'est que le SEO. Donc ça, c'est la grosse question à chaque fois. C'est bien de faire un site internet, mais encore faut-il qu'il soit visible. Et avant qu'il soit visible par le public, il faut qu'il soit visible par les moteurs de recherche. Donc là, ça ne va pas être très compliqué. Il va y avoir certaines choses à mettre en place, certaines choses à respecter. Rapidement, je vais vous présenter l'atelier. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir. Ici, en fait, on a fait des ateliers physiques dans les différentes délégations, les différents départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il y a le Google Van qui est passé avec l'atelier numérique. Ouais. Oui, mais tout. Okay. Je pense que ça fait bien de le rappeler, parce que les participants qui sont au webinaire n'étaient pas forcément des gens qui sont tous là. Okay. Voilà, je pense. Ok. Donc, rapidement, les ateliers numériques, c'est on a fait notre 10e année aujourd'hui. Enfin, non, aujourd'hui, cette année. Et au départ, c'était des coachs qui se déplaçaient dans les universités, dans les CCI, et qui allaient faire au coup par coup, comme ça, quand vous bougez, nous n'entendons plus.
C'est bon là ou c'est… Oui, c'est bon. Ouais. Effectivement, il y a le micro qui était qui saturait un petit peu, puis du coup, ça, vous entendez plus. Ouais. D'accord, ok. Et donc, il y avait une certaine frustration de la part des gens qui nous recevaient parce qu'il y avait un réel intérêt, un réel besoin. Donc, Google a décidé de lancer des ateliers numériques physiques. Vous en avez 5 aujourd'hui, 6 bientôt. Il y en a un qui va se monter sur Paris. Donc, rapidement, Bordeaux, donc bientôt Paris, Nancy, Montpellier, Saint-Étienne et Rennes. Donc voilà les ateliers numériques qui existent en physique. Donc dans ces ateliers, on donne des conférences en présentiel, donc les mardis essentiellement, une le matin, une l'après-midi. J'en ai fait une hier matin à Saint-Étienne. Le reste du temps, donc on reste pas sans rien faire parce que du coup, on va être présent sur YouTube. Donc je vous ai mis dans le chat le lien de la chaîne YouTube. Vous verrez, il y a un moult de conférences, notamment celle-ci, il sera dedans aussi enregistré. Donc, si par la suite, vous voulez revenir sur le SEO, il y a 2 versions. Alors, je ne sais pas si la deuxième y est, mais il y a au moins sur la première. Vous pourrez les regarder tranquillement, sachant qu'elles se font régulièrement en direct. Alors, l'avantage du direct, c'est que vous aurez un modérateur, donc il répondra dans le chat. Alors que quand elles sont enregistrées, effectivement, vous avez juste les échanges qui ont été faits, mais vous ne pourrez pas intervenir. Donc, c'est ouvert du lundi au samedi. Les gens qui présentent, qui travaillent donc, au sein de ces ateliers numériques, ce sont essentiellement donc, des coachs Google, donc mes collègues et moi-même. Ça peut être aussi des intervenants extérieurs, des partenaires, à savoir des startups, des associations qui vont intervenir sur des sujets un peu plus précis sur lesquels Google, par souci de neutralité, ne va pas intervenir. Là, par exemple, je vais parler de Facebook, de Pinterest, voilà, de certains réseaux sociaux comme ça. Les formations donc, sont sans frais et accessibles à tout le monde, c'est-à-dire que voilà, c'est complètement gratuit. Vous pouvez, il suffit de vous inscrire si vous voulez faire du présentiel, donc en l'occurrence au Saint-Étienne. Vous avez un programme qui passe toutes les semaines et il suffit de vous inscrire à l'avance et vous venez et vous participez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous ai parlé de la chaîne YouTube, donc des ateliers numériques et bien sûr de nos camions avec lesquels on fait pas mal de kilomètres. Là, je finis votre présentation et je pars à Manosque cet après-midi pour demain faire des conférences là-bas sur place. Donc, on se promène un petit peu de partout, notamment Saint-Étienne. On a un gros secteur, donc on a le vôtre, Bourgogne-Franche-Comté. On a Auvergne-Rhône-Alpes et on a aussi PACA, donc on fait pas mal de kilomètres. Voilà, pour vous dire un petit peu à quoi ressemblent les ateliers numériques. Sachez qu'aussi, il y a une formation en ligne donc sur le site des ateliers numériques. Je vous ai mis l'adresse du site aussi dans le chat en préambule. Voilà rapidement ce que sont les ateliers numériques. Alors ça, je vais laisser les spécialistes de team vous répondre. Allez-y Pascal, je m'en occupe. D'accord, ok. Donc voilà, on va voir comment appréhender le fonctionnement des moteurs de recherche, c'est hyper important, sachant que toutes les requêtes vont passer par un moteur de recherche. On va voir l'importance du SEO si besoin est, enfin à mon avis, je pense que vous en avez tous conscience parce que vous ne seriez pas là aujourd'hui. Et comment on met en place un plan SEO, comment on fait pour structurer et surtout mettre en place son système de référencement naturel. Alors le SEO, ce que c'est un acronyme anglais. Je ne vous ferai pas l'affront de vous le lire parce que mon anglais est sûrement moins bon que le vôtre. Donc, c'est le processus qui vise à accroître la visibilité des pages web sur les moteurs de recherche. Voilà. En fait, c'est ce qui va vous permettre de remonter en première page Google, Bing ou autre moteur de recherche. Et si votre référencement est fait correctement, les robots vont comprendre exactement ce que vous faites et pour le coup, vont le proposer d'autant plus facilement aux internautes. Sachant que aujourd'hui, si Google est en France, en France on entend bien, je crois qu'il a 95% du marché de la recherche donc sur le web, c'est tout simplement parce qu'effectivement, les résultats qu'il renvoie correspondent aux besoins des internautes, ce qui fait que, ma foi, plus c'est pertinent, mieux les gens vont aller sur Google, et plus vous proposez un site qui est pertinent aux questions que se posent les internautes, et plus vous aurez des chances de remonter en première page de Google. À quoi ça sert? Donc, ça va permettre de classer tous les sites Internet en fonction de leur légitimité par rapport à une question, une requête donnée, et leur popularité. Vous allez avoir plusieurs sites qui vont se positionner sur la même requête, sauf qu'il va y avoir déjà peut-être plus ou moins de pertinence sur les réponses du site, et surtout, il va y avoir des sites où il y aura davantage de trafic ou pas. Donc, on va voir tout ce qui fait qu'effectivement, ce qui va jouer dans la popularité d'un site.
L'idée première de tous les moteurs de recherche, peu importe que ce soit Google ou un autre, ça va être effectivement que les réponses qui vont être données à l'internaute soient pertinentes. Dans le cadre de ma reconversion, là, j'avais fait une licence avec l'IUT de Saint-Étienne et je me souviens, on utilisait DuckDuckGo. Alors, c'est très bien DuckDuckGo parce qu'effectivement, ça enlève tous les tracages, toutes ces choses-là. Sauf que pour des raisons professionnelles, je suis resté sur Google parce que quand j'ai besoin d'une ligne de code, quand j'ai besoin d'un truc un peu pointu, je trouve beaucoup plus rapidement ma réponse que quand je suis sur DuckDuckGo. Donc, ne me demandez pas pourquoi. Toujours est-il que voilà, donc j'utilise davantage ce moteur de recherche-là parce que pour moi, c'est plus pertinent. Et donc, l'idée des moteurs de recherche, effectivement, c'est vous proposer effectivement une navigation optimale. Donc, pour ça, il faut que vos sites soient bien structurés parce que rien de pire qu'un site où on ne comprend pas trop ce qu'il y a dedans. Et ça va faire que, très simplement, les gens ne vont pas rester sur votre site et vont repartir. Donc, moins ils resteront sur votre site et plus vite ils partiront et moins ce sera bon pour votre référencement. Alors, bien faire la différence entre SEO et SIA. Donc, le SIA, c'est la publicité. C'est très simple. Hein, vous le voyez ici, c'est marqué en gros. Vous le voyez toujours. En principe, c'est les premiers résultats qui remontent dans une page. Ils remontent en premier parce qu'ils payent, donc il faut bien qu'ils aient un petit avantage quand même. Et du coup, donc la publicité, effectivement, arrive toujours avant le référencement naturel. Le référencement naturel arrive après. Alors souvent, vous avez la publicité, ensuite vous avez les pages Google My Business si c'est de la recherche sur des services, on va dire, locaux. Et ensuite, vous avez les résultats naturels qui remontent, voire ensuite à nouveau de la publicité dessous. Quand il y a beaucoup d'annonceurs, voilà, il arrive qu'en fonction de la pertinence de l'annonce, ce n'est pas forcément le coût de la publicité, enfin le montant de l'enchère qui est donné pour paraître, qui a fait que vous remontiez. Il va y avoir une pertinence de la publicité aussi qui fait que vous serez en début de page ou en fin de page quand vous aurez fait votre publicité. Comment fonctionnent les moteurs de recherche? Alors là, vous avez un petit éventail des moteurs de recherche. Rapidement, Ecosia, donc là, on est sur un moteur de recherche qui est, on va dire, qui se veut écologique. On a Baidu, donc qui est typiquement chinois. Vous avez, là du coup on ne le voit pas, mais vous avez Yandex aussi qui est russophone. Donc là je pense qu'ils ont dû l'enlever vu ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas de faire non plus. Il faut avoir beaucoup de visites. Faire du business avec les Russes, malgré tout, il faut savoir qu'en fonction du pays que vous ciblez, notamment la Chine, où Google n'est pas présent, sur les pays russophones, Google était présent, mais je pense que maintenant ça va être fini aussi. Donc, à ce moment-là, il faut vous inscrire sur ces fameux moteurs de recherche pour faire indexer votre site, donc que ce soit Baidu ou là où effectivement c'est les seuls à être présents en Chine, ou que ce soit Yandex qui sont les seuls à être présents en pays russophone. Donc, DuckDuckGo, là, c'est le petit canard que vous avez là où je vous parlais tout à l'heure, donc AOL américain, Bing, c'est Microsoft, donc c'est américain aussi, Yahoo américain. Quant, alors on va rapidement passer dessus, donc bien mis au milieu pour faire joli, mais bon, voilà, on ne va pas faire du patriotisme exacerbé. Mais ce n'est pas le plus performant. En fait, il utilise la structure de Google, mais sauf que voilà, il y a moins de traquage, voilà, c'est soi-disant plus vertueux, mais bon, ça me fait penser à Bull, là, qui était le fabricant informatique français, qui a fini, voilà. Donc je pense que Quant, c'est un petit peu la même chose. C'est quelque chose qui fonctionne moyennement, mais voilà, vous avez un aperçu de tous les moteurs de recherche. Comment fonctionne un moteur de recherche? Alors, avant que vous fassiez la recherche, il va y avoir forcément une exploration, c'est-à-dire qu'il va falloir déclarer votre site. Et là, on en parlera par la suite, mais ce sera sur la Search Console. Vous allez déclarer votre site donc, à Google, à Bing, enfin à tous les autres moteurs de recherche. Et le robot, vous allez lui dire, voilà, alors on va lui envoyer, on en parlera un petit peu plus tard, on va lui envoyer un plan du site et on va lui dire, voilà, je veux que tu indexes toutes ces pages. Donc lui, il va voir effectivement, il n'y a pas de lien, mais bon. Il va voir effectivement toutes les pages qui sont sur votre site, il va les analyser. Donc, il va voir toutes les balises qu'il y a dans votre site, les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Et en fonction de ça, il va indexer votre site. C'est-à-dire qu'avec toutes les balises qu'il va voir sur la façon dont vous avez construit votre page, il va pouvoir vous classer dans différentes cases et du coup, là, il sera indexé. Donc, indexé. Ensuite, donc grâce à son algorithme, il va classer les pages suivant leur pertinence par rapport aux mots-clés que vous avez choisis. Et in fine, donc, quand les gens ont tapé leur requête, il va proposer ou pas vos résultats.
vous voyez que les algorithmes varient énormément dans une année. Alors après, ce n'est pas des évolutions majeures, hein, ça va être des petites retouches pour affiner. Et c'est pour ça que du coup, Google est très présent comme moteur de recherche et le plus performant en France. C'est parce qu'effectivement, régulièrement, il y a des ajustements qui font que les résultats qui vous renvoient sont plus que pertinents. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Non, allez-y, je m'occupe des questions. On fera peut-être un moment questions-réponses déroulé, puis on fera un temps questions-réponses. Voilà. Donc, le problème de l'Internet, il y a des milliards de sites Internet et effectivement, comment vous, pour un site particulier, être plus présent qu'un autre? Eh bien, tout simplement, il va falloir que vous organisiez vos pages d'une manière optimum pour les moteurs de recherche, parce que la première chose qui va voir votre site ou les pages de votre site, ça va être un moteur de recherche, ça va être un robot, et donc il faut que le robot comprenne bien ce que vous proposez. Quand le robot a bien compris, donc il va proposer vos résultats. Après, fonction des gens qui vont aller sur votre page, qui vont cliquer sur le résultat, donc là, il va y avoir 2-3 choses qu'on verra par la suite, qui va être la balise titre. Et la balise métadescription, c'est ce qui remonte dans la page des résultats de recherche, la SERP en acronyme anglais aussi. Et du coup, si ça c'est bien vendu et que ensuite les gens qui cliquent dessus vont sur votre site et restent sur votre site suffisamment longtemps, clairement votre votre référencement va remonter. Parce que le fait qu'effectivement les gens arrivent sur votre site et repartent aussitôt, c'est très mauvais pour votre référencement. L'algorithme va comprendre qu'effectivement ce que vous proposez n'est pas pertinent par rapport à ce que demande l'internaute et donc il va vous déclasser. De même, si votre site est très lent à charger, alors ça c'est rédhibitoire, ça ne fonctionnera pas non plus parce que du coup, au-delà de 3 secondes, déjà vous avez perdu la moitié des internautes. Donc ça veut dire que ça, il va en tenir compte aussi dans son référencement. Et la même chose aussi pour la version mobile, savoir que tous les sites maintenant doivent être développés d'abord pour mobile et ensuite pour PC, pour la bonne et simple raison, c'est que le robot qui va scroller votre site, qui va indexer votre site, c'est un robot qui est optimisé mobile. Donc auparavant, il y a 4 ans à peu près, donc on avait un robot optimisé PC qui passait, qui regardait votre site. Vous pouviez faire passer après le deuxième robot, donc pour les mobiles. Maintenant, c'est automatiquement le robot mobile qui passe d'abord. Donc, si votre site n'est vraiment pas adapté au mobile, savoir que le texte est trop petit, que voilà, vous êtes obligé de scroller dans un sens, dans l'autre, enfin surtout en travers, que les boutons sont mal positionnés, que les contrastes ne sont pas bons, là, pour le coup, vous allez vous faire dézinguer et pour le coup, vous allez vous retrouver, malgré la pertinence du contenu de votre site, déclassé. Donc, l'évolution des algorithmes de Google, donc là, voilà, ils ont le chic pour mettre. Alors maintenant, ça a un petit peu changé parce que du coup, maintenant, Moom, bon, voilà, on ne sait pas pourquoi ils ont choisi celui-ci, mais jusqu'à présent, ils utilisaient plutôt des noms d'animaux, comme dans Android, où effectivement, c'était plutôt des noms de biscuits. Hein. On se souvient du fameux Nougat d'Android, parce que je ne sais pas pourquoi il y en a un qui s'était baladé à Montélimar, et pour le coup, il avait trouvé que c'était bien d'appeler la version d'Android Nougat. Voilà, donc ça, c'est un peu le délire des geeks. Mais clairement, voilà ce qui se passe. Et si vous voulez, pourquoi il y a à chaque fois des évolutions majeures, c'est pour contrecarrer les choses qui se font sur le web. Et en l'occurrence, on voit que le premier, la Panda, voilà, c'était pour éviter de mettre en avant des sites avec une faible qualité. Et à chaque fois, on a des algorithmes comme ça qui vont les modifier en fonction de l'évolution de la technologie. Quand on voit Moom, effectivement, là, on parle d'IA. Donc là, BERT aussi, mais voilà, c'est des choses qu'on n'utilisait pas avant. Il va y avoir aussi, il y en avait un aussi qui était, alors, je ne sais plus lequel c'est, je suis en train de chercher. Il y en avait un qui était fait aussi, parce que notamment, ça va être celui-ci, RankBrain. Parce que justement, il y avait aussi une chose, il y avait les échanges de liens sur les sites Internet, il y en avait dont c'était le sport, et plus vous aviez des liens qui pointaient sur votre site, plus vous remontiez le moteur de recherche, et ce n'était pas forcément pertinent, parce que les gens faisaient du bourrage, et ça ne servait strictement à rien. Donc voilà, les différentes évolutions, à chaque fois, c'est pour contrecarrer ce que font les référenceurs, en l'occurrence, ceux qui fabriquent les sites Internet, c'est-à-dire nous, et pour proposer des résultats à chaque fois plus pertinents pour les internautes. Alors, pour ceux qui ont connu un peu plus le web, on va dire, il y a une dizaine d'années,
Je me souviens que moi, dans ma profession, j'étais un des premiers à avoir fait un site internet là, avec un copain. Les mots-clés, on les mettait dans le pied de page, on les mettait de la même couleur que le pied de page, comme ça on ne les voyait pas, et on bourrait. Sauf que maintenant, ça ne fonctionne plus du tout comme ça, parce qu'effectivement, ils ont modifié l'algorithme pour que les choses soient un peu plus pertinentes au niveau des résultats. Alors, il n'y avait pas autant de sites internet qu'il peut y en avoir maintenant, mais voilà, les algorithmes, ça va être ça va vraiment à chaque fois pour suivre l'évolution sociétale, l'évolution de la technologie, et en même temps, pour contrecarrer les petits malins qui essayent de biaiser un petit peu les moteurs de recherche, parce qu'au bout d'un moment, les robots, à force de trifouiller dans un sens et dans l'autre, on arrive à faire des stats, on arrive à voir un petit peu ce qui se passe, savoir ce qui est pertinent ou pas. Et voilà, donc Google, à chaque fois, va modifier ses algorithmes pour ajuster tout ça. Et les autres font la même chose, bien sûr. Donc, les requêtes, effectivement, chaque fois, quand un internaute tape une requête, et là, je vais faire une toute petite aparté. Pour l'instant, là, je dis bien, on tape les requêtes parce que pour les 3/4 du temps, les requêtes sont tapées via un clavier. Et de plus en plus, on va passer, vu qu'on est de plus en plus en utilisation mobile et que votre mobile, c'est clairement un ordinateur que vous avez dans votre poche, on va passer de plus en plus avec de la recherche vocale. J'utilise de plus en plus ces assistants vocaux, notamment si vous utilisez votre téléphone dans votre voiture, vous pouvez très bien demander à Google, sans avoir utilisé votre téléphone à l'avoir en main, de vous faire une recherche, de téléphoner à quelqu'un. Ça y est, je l'ai réveillé, j'ai tout gagné. Mais je parle de mon téléphone. Mais clairement, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont faire des recherches vocales. Et là, ça sous-entend que les mots-clés, ça ne va plus être les mêmes du tout. On va être sur des mots-clés qui vont être longue traîne. On en parlera un petit peu plus tard. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire pain, vous allez dire je cherche une boulangerie. Et là, du coup, ça ne va plus du tout être le même positionnement. Et l'intérêt de la chose, c'est qu'effectivement, donc c'est une évolution qu'il va falloir surveiller vraiment de très près parce que c'est en train de se mettre en place. Ce n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs, mais je pense qu'il y aura une grosse évolution aussi de l'algorithme Google à cause de ça. Mais clairement, ça veut dire qu'il y aura moins de concurrence sur les mots-clés. Si aujourd'hui, vous tapez voiture, vous allez voir que vous avez des milliards de résultats. Si vous tapez voiture décapotable de marque Citroën, là, pour vous, vous allez voir que ça va vraiment réduire. Et ça va être là-dessus qu'il va falloir vous positionner. Alors, d'un autre côté, ce sera mieux, parce que pour les sites Internet qui sont sur des niches, voilà, ils auront plus de facilité de remonter. Mais donc, il faut bien penser à ça, c'est qu'effectivement, il va y avoir des grosses évolutions à ce niveau-là. Donc, pour en revenir à cette diapositive, donc les requêtes qui sont signes d'attention, il faut bien voir ce qui va être une recherche d'information. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, ça, souvent, même, c'est des choses que vous pouvez voir sur YouTube. Les gens vont faire des recherches sur YouTube. C'est un moteur de recherche, c'est devenu un moteur de recherche pour voir des essais, pour voir des tutoriels. Donc, c'est des choses qui peuvent se voir sur YouTube et bien sûr sur les moteurs de recherche classiques. Après, voilà, là, du coup, on est sur déjà un peu plus loin, on est sur de la considération. On a une idée déjà de ce qu'on veut comme téléphone. Donc là, on va faire des comparatifs. Donc, vous allez avoir des sites qui vont faire des tests et qui vont faire des comparatifs. Et une fois que ça s'est fait, qu'effectivement, on a fait son choix, après, qu'est-ce qu'il va falloir savoir, c'est quel prix, où, comment, quel délai de livraison, voilà. Et donc là, du coup, on n'est plus du tout dans la même démarche. Donc, suivant votre site, si vous êtes sur un blog, par exemple, ou vous êtes un site vitrine, vous n'avez pas forcément, il n'y a pas forcément une volonté d'achat derrière. Souvent, c'est d'abord une volonté de renseignement, de prise de contact. Par contre, un site e-commerce, très rapidement, effectivement, ça peut être ça. Ça peut être les gens qui ont cherché déjà auparavant, qui se sont renseignés. Donc, vous voyez bien la démarche intellectuelle des gens. Ça va être au départ une idée générale. Pensez à vos départs en vacances, là, on est en plein dans le sujet. Je pense que vous avez dû regarder ça ou fin d'année dernière ou janvier, février de cette année. Commencez à voir dans quel secteur vous allez aller ou peut-être quel type de voyage vous pouvez faire ou quelle distance. Voilà, il y a tout un tas de critères qui font que, effectivement, vous allez chercher. Et petit à petit, en fonction des résultats, vous allez cibler un peu plus. Vous allez peut-être trouver une ou deux régions ou un ou deux systèmes d'hébergement. Une fois que vous avez trouvé la région, vous avez système d'hébergement qui vous plaît, par exemple du camping dans les Alpes de Haute-Provence, clairement, après, vous allez chercher camping Alpes de Haute-Provence, même par exemple au mois d'août. Et là, voilà, on est vraiment dans une phase de décision. Donc, il faut bien faire la différence entre tout ça, parce qu'en fonction des mots-clés que vous allez choisir, vous allez être plus ou moins précis dans ce que vous allez proposer à l'internaute. Il faut qu'il y ait une corrélation entre ses recherches, son idée de recherche et les résultats qu'il va avoir. Alors, la première chose, c'est d'avoir du contenu de qualité et pas du contenu dupliqué. Je précise parce que ça se fait encore assez régulièrement. J'ai un client, moi, qui m'a fait une foire aux questions une fois. Quand j'ai commencé à regarder, j'ai fait une recherche sur Google et il m'avait dupliqué quelque chose qui existait déjà. Donc, voilà. Alors, ça, c'est vraiment à bannir parce que du coup, vous allez vous faire
exclure des moteurs de recherche, c'est vraiment pas bon. Donc, du contenu de qualité, il faut que ça apporte de l'information à l'internaute. Et on en parlera un petit peu plus tard là, sur le contenu, parce que j'ai 2-3 exemples. Là, j'ai vu des choses vraiment qui étaient assez brouillons. Ensuite, ça va être les balises. Donc, les balises qui vont être très importantes. Là, en fait, vous ne parlez pas à l'internaute, vous parlez au moteur de recherche. Donc, le contenu, c'est l'internaute, les balises, c'est le moteur de recherche. Et après, bien sûr, la popularité du contenu, ce sera en fonction de ces deux critères qui feront qu'effectivement, vous allez remonter plus ou moins un moteur de recherche. Il faut, donc ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, la première chose que vous allez voir, c'est que le robot va regarder la version mobile. Donc ça, il faut impérativement, quand vous faites développer un site ou si vous le développez vous-même, toujours vérifier la version mobile. Donc là, il y a des petits outils qui permettent, par exemple, pour la taille, notamment d'une photo ou qu'est-ce qu'on peut avoir, la taille d'un bloc, de bien penser à ne pas les mettre en pixels, parce que pour le coup, ça devient quelque chose qui est fixe, et donc il va y avoir beaucoup de travail à faire derrière pour arriver à le cadrer à peu près correctement, mais de le mettre en pourcentage, par exemple, ou il y a d'autres formats, ce qui permet de s'adapter à chaque fois à l'écran. Donc, il faut bien faire attention. Je vais vous mettre, alors par contre, là, je vais prendre le chat. Voilà. Je le récupère parce qu'il est pas au bon endroit. Et je vais vous mettre un lien. Je vais vous en glisser quelques-uns au travers. Voilà. Donc voilà, Google va regarder votre version mobile de votre site. Donc assurez-vous qu'il soit, avant de faire indexer votre site, assurez-vous qu'effectivement il soit vraiment adapté au mobile, parce que sinon ça va être compliqué pour votre visibilité. Sachant que le mobile, on est à 60-65% d'utilisation, et après, tout dépend les secteurs. Les liens, ils sont dans le chat, hein, ils ne sont pas dans les questions. Hein. Ah, mais attendez, peut-être que du coup, il faut que je regarde, parce que comment je fais pour savoir qui peut voir. Il faut mettre à tout le monde. Je m'en occupe. Ouais, je suis en train de chercher le réglage. Pour dérouler, je m'en occupe. Alors, si vous voulez leur basculer, David. Où c'est que je vais avoir ça? C'est bon, c'est fait. Ça y est, c'est bon? Ouais. Ok. Par contre, moi, je reviens pour le faire. Ah oui, OT panéliste, tout le monde. Ok. J'étais en train de chercher parce que en fait, j'ai 3 trucs pour vous, donc c'est un peu compliqué de choisir le bon. Ensuite, donc le temps de chargement. Alors ça, c'est essentiel. Donc, vérifiez toujours le temps de chargement de votre site internet. Alors, sur un PC ou sur une tablette, c'est un petit peu moins embêtant. Alors, il ne faut pas que ça mette 30 secondes, bien sûr, parce que les gens ils vont se lasser, ils vont partir très vite. Mais par contre, sur un mobile, c'est essentiel. Sachant que, alors, si certains d'entre vous prennent les transports en commun, vous regarderez comment les gens fonctionnent avec leur mobile. Vous allez voir que ça va très très vite. Donc, notamment sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'effectivement, ils sont comme ça avec le doigt et que voilà, ça défile à vitesse grand V. Donc, sur un site internet, s'ils choisissent un site internet et puis que ça met 30 secondes à charger, ils vont passer à autre chose, clairement. Donc, c'est hyper important. Et là, pour le coup, je vais vous mettre un outil qui permet, voilà, là, maintenant, tout le monde devrait le recevoir. Je vais mettre 2 petits liens. Donc, c'est Page Speed. Alors, celui-ci, ça permet vraiment de voir si votre site il est rapide ou pas. Et après, l'avantage de cet outil, il va vous dire ce qu'il faut faire pour retoucher, pour accélérer ou pas votre site. Et clairement, il faut rester en dessous des 3 secondes, dans la mesure où c'est possible. Et pour le coup, ça sous-entend que sur la conception de votre site, faites attention à tout ce qui va être, on va dire, sapin de Noël, pour que vous ayez une image vraiment compréhensible, c'est-à-dire tous les trucs qui s'éclairent, qui arrivent dans un sens, dans l'autre, parce que tout ça, ce sont des lignes de code qui mettent du temps à charger et ça va ralentir votre site. Pareil, évitez, dans la mesure où vous faites un site, d'aller chercher des polices qui sont hébergées quelque part ailleurs, parce que là, du coup, pareil, il va falloir qu'il aille chercher les polices, qu'il les récupère, qu'il les remette. Donc, dans la mesure du possible, si vous utilisez des Google Fonts, par exemple, l'idée, c'est de les charger, de les mettre sur votre site, et puis de mettre dans le code qu'effectivement, la police, elle se trouve à tel endroit pour qu'il aille la récupérer. Comme ça, il l'a directement sur le serveur où est hébergé le site et vous ne perdez pas de temps. C'est du temps de gagner sur le chargement de votre site. Pareil aussi, ça peut être sur des vidéos. Alors, des vidéos, c'est bien de partager sur YouTube. L'idéal, quand on en a plusieurs et qu'on a un site qui est un peu important, c'est de les récupérer, de les charger sur votre site.
Et si vous voulez en même temps mettre le lien sur votre chaîne YouTube, et vous avez toujours possibilité, alors notamment sur WordPress, après sur les autres, je crois aussi, c'est de mettre, vous faites une capture d'écran de la page d'accueil de la vidéo sur YouTube, vous la mettez donc en photo de présentation, ce qui fait que les gens, comme ça, ont l'impression d'être sur YouTube, même s'ils ne le sentent pas. Et clairement, ils pourront voir votre vidéo directement. Donc là, vous gagnez du temps de chargement, quitte à vous à mettre un lien pour qu'ils aillent sur la chaîne YouTube après s'ils veulent voir l'ensemble de votre chaîne. Voilà, il y a des petites astuces comme ça qui permettent de gagner du temps. Vous verrez, PageSpeed pour ça est bien fait parce que ça vous ramène pas mal de défauts de votre site. On peut rajouter aussi, parce que d'expérience avec Muriel et Pascal, d'expérience dans les entreprises qu'on constate également souvent, c'est que les entreprises artisanales, bien souvent, prennent les images directement brutes d'appareils photo et les balancent directement sur leur site Internet. Donc là, c'est important aussi de ne pas oublier de retoucher, je dirais, systématiquement les photos pour qu'elles soient le moins lourdes possible, parce qu'une photo qui provient d'un appareil photo, quand vous la mettez sur un site Internet, elle fait 5 mégas, ce qui est monstrueux, et donc du coup, c'est encore plus long à charger, effectivement. Votre note dans PageSpeed en prend un coup. Ouais, donc normalement, ça c'est un sujet que j'aborde un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et notamment, je vous donnerai autre chose aussi, parce qu'il y a effectivement, il y a le poids de la photo, mais il y a le nommage de la photo aussi qui est hyper important. Donc voilà la différence entre un robot et puis un utilisateur, mais sauf qu'il faut parler vous deux. Donc là, on voit, alors n'hésitez pas à faire des copies d'écran si vous voulez, hein, parce que c'est effectivement important. Donc on va voir après la structuration des pages, comment on fait, quelles sont les différentes balises. Mais clairement, voilà, il faut que sur votre page, vous ayez au moins 1 ou 2 images, que vos images soient nommées correctement, qu'il y ait une fameuse balise alt, on en parle un peu plus tard, qui soit remplie. Il faut qu'effectivement votre photo soit optimisée. Et dans le cadre du web, on est à 72 dpi maximum, c'est un grand maximum. Sur le print, sur l'impression, enfin sur l'imprimerie, on est à 300 dpi, mais pour un écran qui va être grand comme ça, clairement, vous n'avez pas besoin d'avoir une définition de ouf. Ça ne sert à rien, ça prend beaucoup de poids et ça ne sert strictement à rien. Les balises, on y vient. Justine, on n'y est pas encore. Ensuite, donc, il faut que vous ayez au moins un lien sur votre page qui ramène sur votre site, un lien qui va être sur un site extérieur. C'est bien, ça, c'est des bonnes pratiques et que les robots apprécient. Donc ça, l'internaute ne le verra pas. Enfin, le verra, mais on ne verra pas l'utilité d'un point de vue référencement. Mais clairement, c'est quelque chose qui va être utile pour le référencement de votre page. Le fameux sitemap et le robot TXT. Donc, le sitemap, j'en ai parlé tout à l'heure en préambule. En fait, vous déclarez au robot la structure de votre site. Alors, évitez de mettre dans le sitemap les mentions légales, les RGPD, la politique des cookies, votre page contact. Ça n'a aucun intérêt de faire référencer ces pages-là. Les gens, s'ils veulent les voir, de toute façon, ils ne seront que sur votre site et ils les regarderont dans votre quai de page ou peu importe dans votre menu, si vous avez ramené dans votre menu. Mais clairement, ça, on ne fait pas référencer. Le sitemap, ce qu'on va faire, vous regarderez, vous avez en ligne des outils qui vous permettent de faire votre sitemap. Alors là, je vais vous donner un lien que propose Google, mais moi j'en ai un autre, mais qui est tout aussi bien. Vous regardez, hein, vous faites création sitemap en ligne et vous aurez des sites qui vont remonter, qui vont vous faire des sitemaps. Alors allez bien partout dans les cases pour justement pouvoir faire les bons réglages, à savoir qu'il faut choisir la date de fréquence de passage du robot. Alors, si vous avez un site e-commerce, il est clair que si vous avez régulièrement des produits, il ne faut pas demander au robot de passer tous les ans. À contrario, vous avez un site vitrine, sauf si vous avez un blog et puis que vous mettez un article par semaine ou par mois, demandez-lui au minimum de passer 1 fois par mois, voire par semaine, ça peut être pas mal. Mais par contre, ça ne sert à rien de dire au robot de passer toutes les heures. Je veux dire, là, on parle écologie. On en est à faire attention à l'énergie parce qu'effectivement, il va y avoir pénurie de gaz, d'électricité et de pétrole, vu les prix. Et clairement, le robot, moins il passe, et moins c'est l'énergie dépensée, et ce sont des serveurs en moins. Enfin bref, c'est tout un tas de choses qui font que si tout le monde fait ça à sa petite échelle, multiplié par les milliards d'internautes, ça fait des grosses économies substantielles d'énergie. Donc, pensez bien à déclarer les pages qui sont essentielles, de leur demander de ne pas passer tous les jours s'il n'y en a pas l'utilité,
Donc ça va être hyper important. Là, ça, vous allez le déclarer dans la Search Console, donc on en parlera un petit peu plus tard. Vous avez le petit logo là à côté, donc vous regarderez Google Search Console, vous inscrivez, il faut avoir un compte Google bien sûr pour pouvoir le faire, et vous allez déclarer votre sitemap. Il y a un onglet exprès pour le déclarer, donc vous le ferez. Et votre robot, le robot va passer votre sitemap en revue, il va voir toutes les pages qu'elle est couverte, donc, et il vous remontera après ceci dans les résultats de recherche. Alors, ce n'est pas instantané. Le passage du robot, ça peut se faire dans l'heure. Mais par contre, la remontée dans le moteur de recherche, il va falloir un peu de temps. Ça peut être de l'ordre d'une semaine, comme ça peut être de 3 mois. Ça dépend tout du secteur, ça dépend de beaucoup de choses. Là, on ne maîtrise pas forcément ça. Et donc, le fichier robot.txt, où dedans, on va indiquer au robot quelles sont les parties de votre site qu'il peut aller visiter. Notamment, on va déclarer le sitemap ici aussi. On va lui dire, ben voilà, mon sitemap, il est à telle adresse. Comme ça va encore un peu plus vite. Donc là, on donne tout un tas d'indications au robot pour que vraiment, il comprenne exactement comment est structuré votre site et ce qu'il doit voir ou pas voir sur votre site. Donc clairement, les dossiers administration de votre site, il ne doit pas y mettre les pieds. Le dossier, par contre, content, là, pour le coup, oui, c'est hyper important parce que là, vous avez toutes vos images, vous avez tous vos contenus. Et donc, vous allez pouvoir, à cet endroit-là, choisir si tel ou tel robot ne peut passer ou pas. Donc, suivant votre site, vous pouvez, suivant votre activité, vous allez pouvoir dire, par exemple, je ne veux pas que Yandex passe, donc vous allez mettre à Yandex, non, robot Yandex, il n'a pas accès. A priori, on met toujours une étoile, on laisse ouvert à tous les robots, mais c'est vrai que, bon, moi, je vois en l'occurrence ma petite activité, quand j'ai des types de Corée qui se promènent sur mon site, bon, ils font du tourisme, ça n'apporte pas grand-chose et je suis sûr que je ne les verrai jamais. Bon, voilà, donc c'est le genre de choses, voilà, c'est des petites choses, ça c'est pas important, mais pour le coup, si tout le monde fait ça à son échelle, ça fait quand même des économies substantielles sur la planète. Et du coup, pareil, au niveau de votre site web, donc de mettre votre sitemap et votre fichier robot, ça va effectivement faire en sorte que vous soyez bien référencé. Donc après, il va falloir voir effectivement si votre site s'affiche correctement sur Google. Est-ce qu'il est sécurisé? Hyper important. Donc attention, la première chose, c'est les mots de passe. Mettez-moi pas des mots de passe avec Memer45, un pseudo que vous avez déjà à droite, à gauche, ou le même mot de passe. Alors, le PowerPoint, non, moi, ce n'est pas un PowerPoint en plus. Mais voilà, en l'occurrence, normalement, c'est enregistré. Et du coup, c'est visible sur la chaîne YouTube. Donc, vous retournerez sur la chaîne YouTube des ateliers numériques et vous retrouvez la présentation. Donc, oui, faites attention à la sécurisation de votre site web. Donc, les 3/4 des attaques de site, elles se font par le mot de passe. Donc, choisissez des mots de passe qui soient cohérents et que vous n'utilisez pas de partout. Vous ne viendrez jamais à l'idée d'avoir la même clé pour la maison, le garage, la voiture, le coffre en banque et je ne sais trop quoi. Et puis de mettre la clé sous le paillasson. C'est à peu près ça qui se passe les 3/4 du temps. Votre contenu, effectivement, il faut qu'il soit pertinent, qu'il soit qualitatif. Il faut vraiment que vous apportiez de l'information aux personnes. Est-ce qu'il est facilement accessible? Donc, on a parlé sur les PC, tablettes et téléphones. Et alors, dernière question, alors en l'occurrence, vous, c'est le cas parce que CMA, j'imagine que vous êtes plus ou moins artisan. Est-ce que vous avez… Pas plus ou moins, complètement. Vous avez ma business anciennement et maintenant fiche entreprise. Et ça, c'est vraiment important. Alors, j'ai deux, trois cas de figure où effectivement, j'avais notamment un site là, qui est à vocation internationale. Le type, il vend de la pièce détachée de moto d'occasion, donc sur des machines qui, a priori, sont plus fabriquées, donc qui ont été exportées, les motos japonaises notamment ont été exportées un peu partout dans le monde. Et donc, lui, il vend dans le monde entier son site e-commerce. Et du coup, je lui ai quand même mis à jour sa fiche Google Maps. Ah non, c'est pas généré automatiquement. Non, perdu. Je vous ai mis les liens pour pouvoir les générer, mais après, il faut vous faire aider par Webmaster pour pouvoir les mettre en place. Parce que clairement, il faut soit un plugin, mais bon, ça fait un truc de plus, ça se fait facilement à la main, et puis après, il suffit de les déposer via FTP dans le bon dossier, mais c'est très simple à faire. Mais normalement, il faut que vous mettiez un plugin pour pouvoir le faire si vous n'êtes pas webmaster. Et donc, le fait d'avoir enregistré son entreprise, il l'a vu tout de suite. Il m'a dit, écoute, c'est cool parce que bon, on a augmenté le trafic. Parce que les gens, quand ils vont faire leur recherche, pièces détachées moto, alors là, on était plutôt sur un type de moto, vous avez forcément la page Google My Business, suivant où ils sont localisés, qui va remonter. Et pour le coup, il y en a qui vont passer par là. Donc, vous augmentez votre visibilité. Et je vous invite vraiment à mettre vraiment les deux en place. C'est hyper important. On ne fait pas un site Internet sans mettre la page Google My Business.
Oui, vous pouvez vous faire accompagner. Alors, je pense que, je ne sais pas si CMA, vous avez du monde, mais sinon, vous verrez, on a aussi, nous, possibilité, avec la hotline, de vous guider pour voir déjà ce qui va, ce qui ne va pas, et puis après, vous dire ce qu'il faut faire et pas faire. Chez Google, vous aurez un numéro de téléphone à la fin. Donc, bien penser à votre fiche Google My Business, c'est super important. Donc, les outils incontournables pour le SEO, donc vous allez avoir la gestion des mots-clés, donc c'est essentiel, hein. Alors, les mots-clés Google Trends, là, je vous invite vraiment à faire une copie de ce qu'il y a sur l'écran. Tous ces outils, moi, je les utilise. Alors, hormis Also Ask-Ed, parce que du coup, j'utilise un soif de public, mais bon, celui-ci, il va plus être dans un second temps. Ça va vous permettre de voir quelles sont les questions que se sont posées les internautes par rapport à un mot-clé. Et du coup, quand vous êtes positionné sur un mot-clé, vous avez défini votre mot-clé, ça va être intéressant de pouvoir par la suite faire des contenus avec le même mot-clé et du coup un peu plus long, faire une concaténation de mots-clés, c'est-à-dire que si vous faites, j'en sais rien, automobile, eh ben, vous allez mettre un autre mot à côté associé, pas faire 50 pages avec le même mot-clé, parce que pour le coup, là, ça va être du bourrage de mots-clés, ça ne sera pas apprécié non plus par les moteurs de recherche. Donc, clairement, voilà, celui-ci vous permettra par la suite de faire des contenus un petit peu pertinents. Donc, Google Trends, ça permet déjà, un premier temps, moi, je commence toujours par celui-ci. Hein. J'essaye 2-3 mots-clés. Sur Google Trends, je vois quels sont les plus pertinents en fonction de la région, en fonction de la période aussi. Il y a déjà des suggestions de mots-clés qui sont proposées. Après, allez sur Ubersuggest, parce que Ubersuggest, pour le coup, vous allez avoir d'autres informations sur le même mot-clé. Vous allez avoir des suggestions de mots-clés. Vous allez voir le volume de mots-clés qui est recherché par mois, que vous n'aurez pas sur Google Trends. Sur Google Trends, vous aurez des tendances parce que c'est une base 100, ce n'est pas un volume de recherche. Alors que sur Ubersuggest, vous aurez un volume de recherche. Je ne sais plus, je regardais hier, c'était sur quoi? C'était sur les disjoncteurs, là, avec des apprenants, justement. Et on était à 22 200 recherches par mois sur le mot-clé disjoncteur. Donc, vous voyez, ça va vous donner une idée aussi de la compétitivité, enfin, de la compétition plutôt qu'il y a sur ce mot-clé, savoir le nombre d'entreprises qui se positionnent dessus, le coût qu'il peut avoir si vous faites de la publicité dessus. Donc, est-ce que ça va être 20 centimes, est-ce que ça va être 3 euros? Donc, ça va être important. Par contre, là, Ubersuggest en version gratuite, vous aurez le droit à 3 recherches. Alors, je vous invite, si vous avez un deuxième compte Google, si vous avez plusieurs mots-clés à aller chercher, de mettre en route le deuxième compte Google pour refaire encore 3 recherches. Et normalement, de mémoire, parce que ce n'est pas avec tous qu'ils le font, mais si vous avez un VPN, vous changez juste l'emplacement de votre VPN et du coup, comme c'est l'adresse IP qui vérifie, vous refaites. Voilà, ça, c'est des conneries. C'est mal. Ah ouais. Après, vous avez une grosse usine à gaz qui est très efficace, mais par contre, il faut rentrer dans l'outil, mais par contre, c'est très pertinent, c'est SEMrush. Alors, en payant, c'est inabordable, hein. C'est vraiment fait pour des agences ou pour des gros sites. Par contre, déjà, en version gratuite, vous pouvez faire énormément de choses. Et clairement, c'est un très, très bon outil. Je vous invite à aller le voir. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par ça, qui ont de l'appétence pour ça, c'est vraiment, pour moi, le plus complet de tous. Et donc, on vous met Google Ads, parce que sur Google Ads, quand vous avez un compte Google Ads, par contre, il faut avoir un compte Google Ads, pour ça, je précise bien, vous avez possibilité, effectivement, de rechercher, vous avez un outil pour aller chercher les mots-clés, notamment pour les publicités, et il est assez pertinent. Voilà pour ces outils de recherche de mots-clés. Ensuite, donc, les outils de suivi, on a parlé de la Search Console tout à l'heure. Donc là, zut, je bouge la souris, c'est marrant. Voilà. La Search Console, donc c'est pour vous déclarer votre sitemap et puis en même temps, il va vous remonter les internautes, les mots-clés qu'ils ont tapés. Il va vous remonter la Search Console, les sites qui pointent sur le vôtre, donc les sites extérieurs qui vont pointer sur le vôtre. Il va vous remontrer les défauts de visibilité en mode mobile. Enfin voilà, tout un tas de petits défauts qui peuvent apparaître. S'il y a des erreurs aussi sur les données structurées, donc là, on ne va pas aborder ça parce qu'on abordera ça dans la version 2 du SEO, donc je ne vais pas vous emmener trop loin. Mais clairement, les données structurées aussi sont très importantes pour le référencement. Et pour le coup, avec cet outil-là, enfin un outil annexe, vous allez pouvoir vérifier si les données structurées sont bien remplies. Big Master Tool, c'est la même chose que la Search Console. Et pour la petite info, pour ceux qui ont déjà la Search Console, mettez-vous sur Big Master Tool. Quand vous allez avoir déclaré votre site, il va vous demander si vous avez déjà un compte avec la Search Console. Et là, si vous lui dites oui, vous allez choisir le compte qui correspond et va tout récupérer. Donc, vous n'aurez pas à refaire 2 fois la même saisie. Ça va tout faire d'un coup. Google Analytics pour savoir ce qui se passe sur votre site. Donc, ça, c'est important de l'implémenter. Donc là, on a des conférences là-dessus.
Ça va permettre effectivement de suivre votre site, voir quand on se connecte les gens, combien de temps il reste, quel est le taux de rebond, combien de fois ils reviennent, enfin voilà, tout ce qu'on peut savoir sur un site. Et donc celui-ci, dont j'ai mangé le nom, je regarde si je... Oui, Lighthouse, qui vous permet de faire un audit complet de vos sites, alors que ce soit référencement, que ce soit vitesse, que ce soit la bonne visibilité de votre site. Enfin voilà, il va y avoir tout un tas de choses. Et là, pour le coup, il vous permet de voir comment vous êtes classé. Et mieux vous serez classé ici, plus vous remonterez le moteur de recherche. Voilà pour ces outils. Donc là, on parle un petit peu WordPress, donc des plugins pour vous aider à faire ça correctement. Donc là, en l'occurrence, WP Supercache. Alors celui-ci, ça permet d'accélérer votre site, ça va vous permettre de minimiser vos codes CSS, HTML. Donc là, je parle peut-être un petit peu chinois pour certains, mais voilà, ce sont des codes que vous avez au travers de votre site, de même que le JavaScript. Donc ça permet de concaténer un petit peu tout ça, de gagner du temps en chargement, de faire la mise en cache de votre site. Hyper important aussi que votre site il se mette en cache sur les navigateurs. Ça ne se fait pas nativement, il faut le demander. Que votre site il soit zippé, donc on prend moins de passes aussi sur le serveur. Qu'est-ce que vous allez faire aussi avec ça? J'ai bouffé. Bon, il y avait autre chose, mais je ne sais plus. Vous allez avoir aussi Yoast SEO. Alors, celui-ci est très bien. Il va vous guider. Si vous avez un site WordPress, il va vraiment vous guider sur les bonnes pratiques, notamment ce qui va être donc toutes les balises, qui va être la longueur du texte, ce qui va être les balises alternatives des vos images, les balises H1, N1, balises type, balises, métadescription, tout ceci il va vous aider. WP Rocket, alors de mémoire, parce que la dernière fois que je suis allé voir, on ne pouvait plus l'avoir en mode gratuit. Alors peut-être que je ne suis pas tombé au bon endroit. Et celui-ci est très performant aussi, plus que WP Supercache. Et voilà, ça fait partie des outils qui vont vous permettre d'accélérer votre site. Donc, en supprimant toutes les parties de code qui ne servent à rien, parce que savoir que WordPress, il vous propose une maison complète, sauf que vous n'avez pas utilisé tout dedans. Et pour le coup, le problème, c'est que toutes ces choses-là, vous n'utilisez pas. Et dernièrement, ça se met quand même à charger, et du coup, ça vous ralentit votre site. Donc, celui-ci que je ne connais pas, parce que c'est associé à Wix et Shopify dans des versions de plateforme gratuites. Là, pareil, Ranking Coach, c'est la même chose. Et par contre, celui-ci, je ne le connaissais pas. Mais voilà, celui-ci, apparemment, bon, c'est un concurrent à Yoast et SEO. Voilà, c'est un outil qui vous permet de compléter effectivement votre référencement. Alors, d'en avoir deux, ça n'a pas un gros intérêt. À mon avis, vous choisissez soit l'un, soit l'autre, Yoast ou IEO. Mais clairement, si vous faites bien, d'accord, donc je vais passer rapidement ça. Après, vous avez les plugins pour ça. Après, pour le coup, soit vous adressez un webmaster, soit vous vous faites aider parce que clairement, le problème, c'est que c'est le problème des mots-clés et des problèmes du SEO, c'est que malheureusement, c'est un minimum technique. Alors là, on va peut-être pas faire les groupes pour le coup, parce que ça ne va rien vous parler. En plus, à distance, ça va être très compliqué. Donc, les mots-clés, effectivement. Alors, voilà, par exemple, ça, c'est un bon exemple. N'hésitez pas, quand vous positionnez sur un mot-clé, à commencer à faire la recherche sur votre moteur de recherche et vous allez voir tout ce qu'il vous propose. C'est de l'AI qui est derrière. Et déjà, ça vous donne des indications sur quels sont les bons mots-clés à choisir. Et du coup, vous verrez qu'effectivement, peut-être qu'il y en a un autre qui est plus pertinent. Et qu'à la limite, après, celui qui vous intéresse, vous allez cliquer dessus, vous allez voir le nombre de résultats qui remontent. Et qui remontent dans ces résultats, ça peut avoir un grand intérêt aussi pour savoir, pour vous positionner. Vous allez voir que dans les mots-clés, effectivement, bon, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, donc la partie découverte, donc c'est quand les gens sont à la recherche d'une idée générale. Ensuite, la considération, c'est que déjà, ils ont commencé à affiner votre choix. Et ensuite, la prise de décision, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Peut-on utiliser tous ces outils si on code le site dans CC+? Non, ce sont des outils WordPress, effectivement. Là, pour le coup, c'est le grand écart parce qu'entre ceux qui ne comprenaient rien des choses que je donnais tout à l'heure et puis ceux qui sont assez plus, c'est compliqué pour effectivement faire pour tout le monde. Et donc, la décision, effectivement, c'est la période, la phase d'achat, on va dire, ou décisionnelle, où effectivement, les gens là, vont faire une recherche spécifique sur un produit spécifique. Donc là, effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est les mots-clés court trend. Donc là, en l'occurrence, bon, coach, ce n'est pas suffisant parce que vous allez avoir toutes sortes de choses, des coachs de vie, des coachs, voilà. Donc coach sportif, déjà, ça cible un petit peu plus. Donc pour ça que là, il y en a deux, mais ça pourrait être un seul mot-clé. Comme on voit tout à l'heure en dessous, on voit drone. Donc clairement, ça peut être un seul mot-clé. Et par contre, après, suivant ce que vous faites, ça peut avoir du sens s'il y a beaucoup de concurrence sur ce mot-clé-là. Et pour être sûr de remonter, de compléter un petit peu plus votre mot-clé. Et là,
clairement, pour cette personne-là qui fait du yoga en plus, donc ce n'est pas quelque chose qui est excessivement courant dans le sport, et qui est à Montpellier, c'est sûr qu'il n'y a rien à faire d'avoir des gens qui cherchent un coach sportif qui sont sur Paris, sur Lille ou sur PETA ou Schnock, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure dans le chat. Donc clairement, voilà, là, ça va vraiment avoir un réel intérêt. Alors certes, vous allez avoir un trafic qui va être bien moins important. Mais est-ce qu'il faut avoir 300 000 personnes jour plus une seule qui convertit, ou avoir 30 personnes jour et 10 qui convertissent? Ça va être le ratio, et c'est toujours un petit peu la difficulté. Moi, je me souviens d'un site là où j'ai tellement bien fait le référencement que du coup, on était avec un taux de rebond qui était de l'ordre en dessous de 10%. Et du coup, le client m'a dit, ouais, mais là, c'est un peu trop, donc il faut élargir un petit peu. Donc, on a touché un petit peu la publicité, on a ouvert un peu pour ramener un petit peu des gens à côté. Mais là, pour le coup, c'était très pertinent. Et plus votre taux de rebond est faible, alors dans une certaine limite, parce qu'il faut bien faire le ratio entre toucher que ses visiteurs et élargir un petit peu pour toucher des clientèles éventuellement qui peut-être ne seraient pas venus, et puis du coup s'est posé la question en tombant par hasard, et puis qui dit bah oui, tiens, finalement c'est intéressant. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis entre les deux. Mais entre un taux de rebond de 80%, comme je l'avais connu au départ, et un taux de rebond de 10%, bon, on considère qu'un taux de rebond correct, c'est autour de 50%. Quand vous êtes entre 35 et 45, 50%, c'est bien. Vous avez un bon taux de rebond. Là, du coup, les gens viennent, ils restent sur votre site. Donc pour le coup, au niveau référencement, c'est une bonne chose. Donc, bien regarder, effectivement, alors là, la partie là est intéressante, mais il y a autre chose aussi qu'il faut compléter. Et là, je vais mettre l'accent dessus quand on choisit les mots-clés. Alors, vous avez votre partie professionnelle, vous avez votre vocabulaire professionnel, vous avez vos critères professionnels. Pensez bien que alors, sauf si vous adressez des professionnels, et dans ce cas-là, si on s'adresse à des professionnels, on va plutôt prendre quadricoptère parce qu'on ne veut pas récupérer tout le grand public. A contrario, si vous ne voulez pas des professionnels, que vous voulez uniquement des particuliers, là, on va partir sur drone. Et si vous voulez toucher les deux, il va falloir faire une page pour chaque. Mais clairement, pensez bien que les mots que vous allez utiliser, les termes techniques que vous allez utiliser, ce n'est pas forcément ce que va rechercher le grand public. J'en veux pour preuve, moi en tapisserie, les gens ils ne faisaient pas la différence entre un tapissier décorateur, ce que j'étais, et un tapissier plâtrier peintre. Donc là, pour le coup, c'était problématique. Et si j'avais dû faire un site à l'époque, bon, on n'était pas à ce niveau-là de complications et de compétition au niveau des sites internet. Clairement, le mot-clé, ça aurait été tapissier décorateur, ameublement. Et parce que sinon, vous avez toujours des gens qui vont faire l'amalgame, et du coup, vous avez des clients qui viennent et qui ne s'intéressent pas. Vous pouvez effectivement utiliser cette petite commande InTitle. Donc, dans votre moteur de recherche, vous tapez InTitle et vous mettez votre mot-clé. Et vous allez voir la concurrence des mots-clés, les sites qui se positionnent dessus. Donc, ça peut avoir un intérêt. Vous le verrez aussi avec SEMrush, avec d'autres outils qu'on a vus tout à l'heure. Les facteurs importants, la fréquence et la concurrence des mots-clés. Donc les courtes traînes et les longues traînes. Donc là, ça parle très bien de ce que ça veut très bien dire ce que ça veut dire. Donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, on en a suffisamment parlé. Voilà une capture d'écran de Ubersuggest que je vous disais tout à l'heure. Donc vous voyez, là, on voit qu'effectivement, ferme pédagogique, on a 27 100 recherches, et ça, c'est par mois. On voit les gens, donc ça, c'est coût par clic, c'est la publicité. Donc clairement, c'est du 76 centimes. Ou si on voit celui-ci, ferme pédagogique 95, parce que je pense que les pauvres Parisiens, ils doivent être contents de voir une ferme, donc ils doivent vraiment rechercher ça dans le 95. Et pour le coup, on voit que les enchères sont assez élevées, on a plus d'1 €. Donc là, si vous mettez ça en mot-clé comme ça, il va falloir faire du contenu vraiment qui fasse rêver les gens. Et après, vous voyez effectivement ce qui remonte et les sites qui vont se positionner dessus. Là, on voit qu'il y a Wikipédia, là, bienvenue à la ferme, voilà. Ça vous donne une petite idée. Donc, c'est Ubersuggest, là, c'est celui-ci. Ça a vraiment un gros intérêt. Donc, Google Trends, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez comment ça se présente. C'est très, très simple. Voilà, on a un graphique. Alors, je vous répète, ce ne sont pas des volumes de données, mais par contre, c'est en une base 100. Alors là, pour le coup, c'est moins intéressant parce qu'ils ont tapé qu'un seul mot-clé, ils ont mis ferme pédagogique. Mais si vous mettiez ferme à la ville ou quelque chose comme ça, vous verriez la différence. Donc, et là, ça vous permet de voir comment vous positionnez par rapport à un mot-clé. Donc, il y aura un changement de couleur sur le mot-clé qui apparaîtra après. Après, en premier, c'est le bleu, ensuite, c'est le rouge. Alors, ça ne donne aucune indication sur la valeur du mot-clé. C'est juste pour que vous puissiez bien les identifier après au niveau des graphiques. Et clairement, vous voyez que là, on se rend compte que la ferme pédagogique, au printemps, les gens recherchent.
Par contre, en hiver, ils s'en foutent complètement, quoi. Ça ne les intéresse pas du tout. Donc ça, pour votre activité, ça peut vous donner une indication sur les moments forts de recherche. Et pour le coup, si vous devez faire des contenus sur les réseaux sociaux ou si vous avez associé un blog à votre site, c'est avant ces moments-là. Clairement, là, on voit qu'il y a un pic de recherche, on va dire, début mars ou fin février. Là, ça vaut peut-être le coup de commencer à proposer du contenu à ce niveau-là, de façon à ce que quand le pic de recherche arrive, vous soyez déjà bien en place et que vous soyez visible. Donc, bien pensez aux questions que se posent les internautes. Donc, celui-ci, c'est Also Asked, mais vous avez un espace de public qui est présenté différemment. En fait, vous avez votre mot-clé au milieu, vous avez toutes les questions, qui, que, pourquoi, ou comment, et après, les questions réelles qui sont posées. Ah non, WordPress, il ne fait pas d'optimisation automatique. Absolument pas, non. Ce serait trop simple. Après, il n'y aura plus de webmaster, puis il n'y aura plus de Gugus comme moi pour vous dire comment il faut faire. Donc, non. Là, il faut vous faire aider, alors soit par la CMA ou par la hotline Google ou par un webmaster. Donc voilà, là déjà, ça vous donne une petite idée. Ça peut vous donner des idées de contenu. 4 étapes, le 5 donc, pour classer vos mots-clés. Donc là, je vous laisse en prendre connaissance et faire une capture d'écran, si vous voulez. Les balises, on va en parler un petit peu après. Alors, des mots-clés secondaires, ça peut avoir un intérêt, mais bon, celui qui va vraiment être essentiel, c'est celui que vous allez choisir au départ, parce que celui-ci, vous allez le trouver dans le titre de votre page, vous allez le trouver tout de suite dans la première balise titre qui va apparaître ensuite sur votre page, vous allez le retrouver dans différents textes, dans placement dans le texte, vous allez le trouver dans les balises alternatives de vos photos. Je vous invite d'ailleurs à nommer ces photos avec ce mot-clé. Je vous invite aussi à votre balise titre de le mettre en tout début. Donc ça, c'est ce qui va remonter sur les moteurs de recherche, la balise titre. Vous savez, quand on fait une recherche, il y a un truc en bleu, là, c'est la balise titre. Donc ça, c'est votre mot-clé, il doit être au tout début de cette balise titre. Et vous devez le retrouver dans la métadescription. Donc c'est le texte de description qui remonte dans le résultat de recherche. Et là, vous devez le trouver au début. Il faut impérativement que ces mots-clés soient positionnés de partout, de façon à ce que le robot comprenne vraiment sur quel mot-clé vous êtes positionné. Je fais juste une petite aparté. Quand vous avez un outil comme Yoast SEO qu'évoquait Pascal tout à l'heure dans WordPress, en fait, tout ce que dit Pascal là est très, très assisté en définitive. En fait, il vous guide pour mettre le titre, donc ce qu'on appellerait nous en français titre, mais qui traduit en langage référencement s'appelle balise titre. Donc, en fait, tout ça est assisté en définitive. Donc, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est bien avoir l'idée que chaque élément, donc chaque balise, que ce soit un titre avec une hiérarchie de titres en dessous, tous ces éléments sont autant d'éléments qui aident aussi au référencement. Donc en fait, il ne faut pas faire un texte comme ça en brut qu'on va balancer à la sauce traitement texte. Il faut le structurer en fait, en ayant des titres, des sous-titres. Et ce sont autant d'éléments qui vont permettre au moteur de recherche donc de bien indexer, référencer votre site. En fait. Complètement. Donc là, je vais vous donner un outil parce que, bon, en moyenne, pour une page normale, il faut à peu près 300 mots pour que le robot considère qu'effectivement, vous êtes bien. Donc là, vous avez cet outil qui vous permet de voir la longueur idéale donc, par rapport aux mots que vous choisissez. Sur la qualité du contenu, alors celui-ci, par contre, je ne le connais pas. Ils vont changer la présentation, ce n'est pas très, très vieux. Il y en a un qui a rajouté ça. Vous irez faire un tour dessus. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir tous ces liens que je vous mets parce qu'une fois que vous aurez fini la présentation, la conférence, clairement, quand ce sera fermé, vous ne retrouverez plus rien. Donc, au moins, quand vous cliquez dessus au fur et à mesure, ça sera ouvert dans votre navigateur. Quand on arrêtera tout, vous les aurez toujours ouverts dans votre navigateur. Donc, pensez bien aussi, alors là, on va parler un tout petit peu d'ergonomie. Bon, alors, ce n'est pas vraiment le thème de la diapositive, mais c'est hyper important. C'est que, clairement, vous avez ce qu'on appelle une ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est ce que vous voyez en bas, là. Que ce soit sur un mobile, que ce soit sur un PC, il faut que les informations essentielles que vous voulez faire passer par rapport à votre activité elles soient avant la ligne de flottaison. Si vous voulez faire remplir un formulaire, si vous voulez que les gens vous passent un coup de téléphone, il faut que les boutons ne se trouvent pas en pied de page. Il faut bien vous dire que pour l'avoir fait sur un ou deux sites Internet, contrôler le scrollage des gens sur un site Internet, au-delà de 30%, vous en avez la moitié déjà qui sont partis. Donc, imaginez-vous, votre site, il charge, il met plus de 3 secondes. Déjà, vous avez perdu la moitié des gens. Donc, vous avez 50% qui restent. Sur les 50%, il y en a 50% qui vont aller jusqu'à 30% de la page. Ensuite, 60%, il va vous rester 15%. Et alors, 90%, si vous mettez votre bouton en fond de page,
pour le coup, c'est mort parce que vous allez avoir 3% des personnes qui l'auront vu. Donc, faites attention à ça. Les informations essentielles, elles doivent se trouver tout de suite au départ. On doit tout de suite comprendre ce que vous vendez sur votre site, ce que vous proposez sur votre site. Et s'il y a un bouton d'appel à l'action, téléphoner, renseignement, enfin, formulaire de contact, faites en sorte qu'il se présente bien comme il faut. Et faites-les pas trop petits, ça c'est hyper important. Donc là, on va parler d'ergonomie dans ce cas-là. Faites des phrases concises. Évitez les phrases que vous faisiez quand vous étiez étudiant, et faire du Proust pour dire qu'il va pleuvoir, raconter ça pendant 3 paragraphes, là pour le coup ça va saouler tout le monde. Faites bien attention aussi, et ça moi je l'ai vu, notamment c'est une esthéticienne qui m'avait fait le coup, elle voulait tellement être précise que du coup elle avait un texte, on ne comprenait plus rien, parce qu'elle amenait un mot, et du coup elle donnait l'explication de ce mot dans la foulée. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des gens, le mot, soit ils le connaissent, soit ça ne les intéresse pas spécialement, et du coup, ça fait que vous allez noyer les gens et ils vont partir parce que ça sera illisible. Imaginez-vous une notice de médicament, il n'y a personne qui se la lit, parce que c'est tellement pénible à lire. A contrario, vous faites un contenu qui soit assez précis, qui soit concis, et si vous ramenez un mot qui est technique et qui a de l'importance pour votre texte, alors vous pouvez mettre une toute petite explication entre parenthèses, mais faites-le cliquable et faites une page pour expliquer ce que veut dire ce mot. Et là, vous faites une page complète. Si les gens veulent plus d'informations, ils vont faire des démarche et l'explication, elle sera complète et intéressante. Que si ça ne les intéresse pas, ils ne vont pas se taper, sauter 3 paragraphes. On est sur du web, on n'est pas dans un bouquin. Dans un bouquin, s'il y a un truc qui vous trouve un peu long, vous sautez une page, ce n'est pas grave. Par contre, là, ce n'est pas possible. Les gens vont partir. Donc, faites bien attention à ça. Traitez un seul sujet à la fois, mélangez pas tous les sujets. Ou alors, si vous avez dans un sujet plusieurs, structurez bien. Donc, c'est là où vont intervenir les balises. Parce qu'effectivement, il va falloir structurer votre texte correctement pour que les gens le comprennent et bien sûr le robot aussi. Évitez les copier-coller, on voit faciliter la lecture en diagonale. Oui, il faut que ce soit assez aéré. Ne faites pas des pavés de texte serrés avec une police trop petite. Une police aujourd'hui sur un site internet, c'est minimum 14 pixels. Et c'est bien minimum. Moi, souvent, je suis en 16 pixels parce que suivant le public à qui vous adressez, s'ils sont à chaque fois obligés d'agrandir, bon, déjà, c'est pas bon. Et puis, il y a des anciens, ils sont tous avec des lunettes pou qui sont plus ou moins ajustées. Donc, 16 pixels, dernièrement, ça peut être un bon palliatif. Donc, pensez bien à ça et mettez à jour votre site régulièrement. C'est-à-dire, faites bien attention au contenu de votre site. Ça, c'est hyper important. Le robot va le voir que vous avez mis à jour. Et du coup, il va voir qu'effectivement, ce site, il est géré, que les informations sont fraîches et maintenues. Et du coup, ça va rentrer en considération dans votre classement. Les fameuses images, pour faire plaisir à David. Les fameuses images. Alors, les images, on ne balance jamais, mais quoi que vous fassiez, si en tant que pro, même si vous utilisez Instagram, vous utilisez Facebook, vous ne balancez jamais une image de votre téléphone directement sur les réseaux. Je vous invite vraiment à l'utiliser à ce moment-là si vous êtes en version pro. Alors, public, on s'en fout, mais en version pro, c'est de récupérer votre image sur votre PC, de la redimensionner et surtout de la renommer. Une image qui s'appelle 1 540 350.jpg, il n'y a aucun robot qui va comprendre ce que c'est. L'intelligence artificielle n'est pas suffisamment développée pour savoir ce que représente votre image. Ça serait trop de boulot, ça demanderait énormément de travail des robots. Donc, renommez votre image et mettez votre mot-clé dedans. Le site, il dit qu'il redimensionne automatiquement, pas toujours. Hein. Faites attention à ça. Hein. Parce qu'il va la redimensionner peut-être, on va dire, en largeur et en hauteur, mais pas forcément en définition. Et comme je vous le disais tout à l'heure, 72 dpi, c'est largement suffisant. Alors, comment on renomme une image? Ça va être très simple. Pas d'accent, pas de… La seule chose que vous avez le droit de mettre, alors les i, le point, il ne se fera pas de toute façon. Les accents sur les machin tout, c'est faire button. Les parenthèses, les slash, les points-virgules, tout ça, c'est faire button. La seule chose que vous puissiez mettre, c'est le tiret. Le tiret, c'est le tiret du 6, c'est bien tiré parce que sur le 8, on appelle ça underscore. Donc, c'est celui qui est en bas, comme on le voit ici. Là, pour le coup, pour le robot, lui, ça. Alors, des moments, il va passer outre, mais les 3 quarts du temps, il va comprendre qu'il n'y a plus rien derrière. Donc, il ne va pas lire votre. Et notamment dans vos URL, faites bien attention aux URL de vos pages. Donc, vous avez votre URL canonique, c'est l'adresse de votre site, tartampion.fr. Ensuite, vous avez un slash. Et après, vous avez le nom de votre page. Votre mot-clé, il doit être présent là. Et si c'est un mot-clé concaténé, par exemple, chaussures de sport taille 43, ça va être chaussures tirées. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre le 2 là, pour le coup, ça ne sert pas à grand-chose. Sport tiré, taille tiré, 43. 43, vous pouvez le mettre en chiffres. Donc, vous pouvez mettre des chiffres et des lettres. Mais pas d'accent, pas de majuscule, ça ne sert strictement à rien. Et bien, le tiré du 6.
Donc ça va être important. Renommez vos photos, parce que dès l'instant qu'elles sont sur le web, elle est susceptible d'être visible par un robot. Si elle n'est pas renommée, il n'y a aucun robot qui va pouvoir vous la remonter. Voilà, exactement, c'est ça, ouais. Et vous écrasez tout, et pour le coup, vous aurez votre image qui sera renommée. Quand vous faites des recherches Google, des moments, vous avez un carrousel d'images qui remonte. C'est les images, vous regarderez, hein, les images, elles sont renommées. Hein. Si elles ont des chiffres, il n'y a personne qui va les voir. Alors souvent, elles remontent de Pinterest, même de certains sites. Et là, pour le coup, c'est là où on va parler de la balise alternative, donc balise alt. En fait, la balise alt, elle a deux fonctionnalités. Elle sert, dans un premier temps, initialement, elle servait même aux gens qui sont non-voyants. Quand ils sont non-voyants, ils vont avoir un logiciel qui va lire le site. Et quand il va arriver une image, s'il n'y a pas de balise alternative, il va faire un bip et le type, il ne va pas savoir ce qu'il y a dans l'image. Donc, dans la balise alt, on ne met pas que le mot-clé. Ça n'a pas d'intérêt. Là, en l'occurrence, vous voyez, elle est très bien celle-ci, parce que, bon, alors le mot-clé, je ne sais pas si c'est alpiniste, mais clairement, voilà, alpiniste dans l'ascension du glacier. Là, la personne qui va être non-voyante et qui va voir ça, pour le coup, il va comprendre ce que représente l'image. Donc, voilà, c'est déjà pour lui, c'est déjà bien. Et par contre, pour les robots, lui, il va voir qu'effectivement, vous avez votre mot-clé dedans, donc il va comprendre la cohérence de l'image par rapport à votre contenu. Et surtout, dernier point, si vous avez quelqu'un, parce que ça existe encore des zones blanches en France, si vous avez quelqu'un qui est en 2G avec son téléphone et qui télécharge votre site avec une image qui fait 5 mégas, alors de toute façon, là, pour le coup, il n'ouvrira jamais, parce qu'il ne va pas laisser une semaine son téléphone branché pour voir votre image. Par contre, il va voir ça qui va remonter. La balise alternative. Donc, c'est hyper important de bien remplir ces balises alternatives. Ça, Yoast vous le dira si vous utilisez WordPress et il vous dira bien que ça n'a pas été fait. Donc, hyper attention. Voilà, pour le coup, vous voyez, voilà, un bon nommage d'image, je n'avais pas fait gaffe, mais voilà, c'est déjà fait en haut. Donc, vous voyez, c'est le tiret du 6. Alors là, ils ont mis une majuscule, mais ça ne sert strictement à rien, ça n'a aucun intérêt. Mais pour le coup, voilà, c'est fait correctement, pas d'accent, pas d'apostrophe, voilà, c'est uniquement ça, comment vous allez renommer vos images. Et pensez bien, alors, soit vous avez la possibilité d'utiliser Photoshop, et pour le coup, là, je vais vous mettre un lien que vous n'avez pas. Je vais juste vous demander 2 secondes parce qu'il faut que je le récupère sur mon navigateur. Tac, 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 compression. Voilà, je prends celui-ci. Je vais prendre ce lien-là et je vais vous le remettre dedans, le chat. Vous avez les outils en ligne pour le faire, hein, c'est très simple. Hein. Voilà. Donc, vous recherchez si vous voulez changer la définition de votre image, si vous voulez la recadrer, si vous voulez l'éclaircir, si vous voulez enlever le fond derrière. Vous avez tout un tas de sites qui vous font ça gratuitement. Alors, c'est sûr que si vous faites ça d'une manière professionnelle, vous n'allez pas passer votre temps sur le site et puis au bout de 10 images ou même voire moins, des moments où vous ne pouvez plus y avoir accès. Mais clairement, pour vous, particulier, ça a vraiment un réel intérêt, effectivement, de faire ce genre de choses parce que du coup, vous allez diminuer vos images, vous allez les renommer et elles vont être optimisées pour le web. Il y a des images, moi, je les passe en 60 dpi, hein, ça suffit largement. Hein. Plus, moins ça va être lourd, plus vite ce sera chargé. Alors, voilà pour les balises alternatives. Maintenant, il faut que je retourne dessus pour pouvoir changer. Allez. Voilà. Alors, par contre, est-ce que j'ai sauté une slide? Non, ça va être après. Je voulais voir les balises H, justement. Donc, l'architecture d'un site qui va être hyper importante. Hein. Ça va être effectivement bien pensé. Un site, c'est comme un magasin. Vous ne viendrez pas l'idée de mettre le pain au fin fond là-bas avec la farine. Hein. Clairement, il va y avoir un endroit où il y aura le pain, il y aura un endroit où il y aura les gâteaux, et puis il y aura un autre endroit où il y aura les sandwichs, de façon à ce que, voilà, mais on ne mélange pas tout, parce que sinon, ça va être déjà pas pratique pour la partie logistique et service. Et clairement, les gens vont tout voir et rien voir. Quand vous allez dans un supermarché, vous ne trouvez pas des chaussettes avec les yaourts, ni avec la lessive. Hein. Clairement, il y en a qui seraient capables de manger la lessive après. Donc, faire attention à ça. Donc, un site Internet, il doit y avoir une logique. Alors, quand vous avez un site vitrine avec 4-5 pages, ce n'est pas dramatique. Par contre, quand on commence à avoir un site un peu important, alors que ce soit un blog, que ce soit un site marchand, là, pour le coup, c'est hyper important de bien tout structurer et pour le coup, de bien penser au fil d'Ariane parce que ça, le robot va le voir aussi. Non seulement le robot va le voir, ça va lui parler, il va comprendre comment est architecturé votre site, comment les pages s'imbriquent les unes dans les autres. Et puis, pour l'internaute, clairement, par exemple, là, quand il est dans la partie football, et on le voit très bien sur ce fil d'Ariane de Decathlon, et que le type, voilà, il est allé voir des crampons vissés, terrain gras.
et puis qu'il se dit, bon, bah, maintenant, c'est bien gentil, j'ai trouvé mes godasses, mais je voudrais bien me trouver un short ou j'en sais rien, ou une casquette. Et ben, au lieu de repartir dans la page d'accueil, de refaire tout le cheminement, machin, tout, là, ça va être très simple. Hein, il va aller cliquer football et puis il va retrouver toutes les catégories. Donc, pensez bien à ça. Ça aide vraiment la navigation pour les internautes. Quand on a beaucoup de pages qui sont imbriquées avec des catégories, sous-catégories, des pages qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc, ça va vraiment aider à la navigation. Et ça va aider aussi au moteur de recherche de comprendre ce qui se passe. Voilà les fameuses balises. Je ne sais plus qui c'est qui était impatiente tout à l'heure pour les fameuses balises. Les voilà. Les balises H1, H6. Et là, je vais faire un focus. Alors, pour ceux qui ont des sites WordPress et puis qui ont bricolé dessus, quand dans du texte, vous avez besoin de grossir le texte, on ne met pas une balise titre. Parce que le robot, lui, ne comprend plus. Il ne comprend plus comment est architecturé votre site. Donc là, pour le coup, on va aller sélectionner le texte. Et WordPress, auparavant, ce n'était pas possible, maintenant c'est possible. Vous allez grossir la taille du texte. Mais surtout, ne mettez pas une balise titre. Imaginez-vous, demain, vous allez sur Paris. Alors, bon, je vais partir de Saint-Étienne, et puis que vous voyez Paris donc depuis le départ. Et puis qu'à un moment, vous arrivez sur l'autoroute, et puis vous ne voyez plus Paris indiqué, mais j'en sais rien, la petite ville d'à côté, et que vous voulez toujours aller sur Paris, vous allez dire, zut, je ne comprends pas, et qu'est-ce qui se passe? Là, pour le coup, si vous avez toujours la balise en haut, qui est indiqué Paris, vous allez tracer, c'est la même chose, le robot va comprendre, il va comprendre après comment sont imbriquées les choses, et l'internaute, il ne le verra pas, il lui verra du texte grossi, clairement, mais le robot, par contre, ça va le perturber. Et une page qui est mal architecturée, c'est très mauvais pour votre référencement. Ça, c'est des choses très simples à mettre en place, et pour le coup, c'est vraiment efficace. Alors, attendez, je vous demande 2 secondes, parce que j'ai un petit outil. Alors, je vais juste vous virer ça pour ne pas vous perturber, et comment il s'appelle celui-ci? Les balises, pendant que Pascal cherche son texte, les balises, en fait, ça fonctionne un peu comme une table des matières, si vous voulez, sur un livre ou sur un rapport où vous avez le titre avec le sous-titre A1, petit a, A1, etc. En fait, c'est ça, les balises. Ça donne une structure, au texte. Et c'est vrai, comme disait Pascal, finalement, on met plus des balises pour le robot que pour l'internaute, en fait, qui visite votre page. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est un petit plugin qu'il faut rajouter à votre navigateur. Donc, vous allez dans votre navigateur, vous allez faire, je ne sais plus comment c'est outils, je ne me souviens plus comment ça s'appelle le truc. Attendez, je vais vous le dire plus précisément parce que sinon je vais vous raconter des bêtises. Ça va s'appeler plus d'outils. Vous cliquez plus d'outils et vous cherchez extension. Et dans extension, vous cherchez celle que je viens de vous donner. Et lui, pour le coup, je vais vous faire une démonstration, ça sera encore plus simple. Je vais aller sur un site que j'ai fini et qui pour le coup fonctionne bien, c'est celui-ci. Donc là, je vais vous faire voir. Est-ce que vous voyez bien le site? Est-ce que ça a bien écrasé l'écran? Oui. Ouais, bon. Alors, en l'occurrence, sur ce site-là, vous voyez, si j'utilise ce petit outil, voilà ce que ça me ressort. Et là, on voit bien que j'ai une balise H1, j'ai une balise H2, encore une balise H2, H3, 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 H2, H2. Donc, vous voyez, la cohérence du site, elle est bien. Que si là, du coup, je me trouvais H2, ensuite H6, le robot, il ne comprend pas pourquoi je passe de H2 à H6. Quoi. Pour lui, il ne comprend rien du tout. Donc, c'est ça qui va être important. Et ça, vous le vérifiez bien, parce que alors, le nombre de fois où c'est ni fait ni à faire, ça, même si vous faites faire votre site par un prestataire, vérifiez toujours ça, parce que franchement, c'est pas toujours fait, on va dire, dans les règles de l'art pour être sobre. Voilà, c'est des choses qu'il faut absolument vérifier. Des H6, on n'utilise jamais. On va utiliser jusqu'à H4 les 3 quarts du temps, rarement des H5, mais faites bien attention à ça, c'est super important. C'est les balises titres. Quand vous allez sur votre WordPress et puis que vous allez choisir un titre, vous allez voir dans le réglage en haut, vous avez H1, H2, H3. Et pour le coup, alors, j'ai un autre outil, là par contre, c'est un petit logiciel qu'il faut télécharger, qui est gratuit. Vous chercherez celui-ci. Alors, pour le référencement, il va vous scroller votre site. Alors, il faut rentrer un petit peu dedans, ce n'est pas forcément évident. Mais Screaming Frog, donc c'est une grenouille qui est très efficace. Et du coup, quand vous aurez commencé à fouiller un peu dedans, vous verrez que vous pouvez vérifier votre balise titre et votre balise métadescription, dont on va parler un petit peu plus tard pour voir la taille, si elle est optimisée ou pas. Vous allez avoir la vue sur mobile, parce que les résultats qui remontent sur mobile, si on utilise Wix, normalement c'est géré, mais le problème c'est que Wix c'est gratuit, donc voilà, vous montez dedans et vous roulez. Alors que si vous prenez un WordPress, vous allez rajouter tel ou tel accessoire, vous allez faire différentes choses. Et si sur Wix vous voulez avoir un positionnement, enfin un travail de référencement plus poussé,
il va falloir passer à la caisse. C'est pas compliqué, il va falloir prendre des extensions. Ouais. Je rejoins, nous, c'est un discours qu'on tient avec les conseils numériques de la chambre de métier. C'est effectivement, Wix a des avantages, mais c'est vrai que l'un des inconvénients majeurs, et puis pour nous qui est rédhibitoire, c'est l'indépendance. En fait, si Wix, vous êtes limité, on ne va pas faire un débat sur Wix, c'est pas le lieu du webinaire, mais juste pour répondre à votre question, Martine, c'est aussi l'indépendance et puis l'autonomie que vous avez par rapport à votre outil, quoi. Vous êtes limité par les outils que Wix veut bien vous mettre à disposition, ou sinon, comme dit Pascal, il faut passer à la caisse. On pourra en reparler. Ouais. On en a parlé un petit peu au webinaire de lundi après-midi, donc qui sera en replay. Vous aurez vraiment toutes les informations sur les différentes utilisations, notamment les plateformes en ligne et les logiciels prestataires. Ouais. Alors, je suis désolé, du coup, ça va tirer mon truc. Je me remets rapidement en place. Voilà. Parce que là, du coup, j'ai tous mes liens dessus, donc j'en ai besoin. Et là, donc, je vais vous mettre un autre outil qui permet de faire un notif gratuit de votre site et vous verrez ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà, pour les balises H. Je vais vous remettre en plein écran. Voilà, plus confort pour vous. Normalement, j'ai plus mon pointeur laser, c'est pareil. Donc, pensez bien à ça, ces balistiques, c'est hyper important. Donc, faire un audit de votre site. Donc là, je vous ai mis 2 liens. Donc, comme ça, vous verrez si c'est fait correctement ou pas. Là, je vais passer rapidement. La fameuse balistique, la fameuse métadescription. Donc, ça, c'est ce que vont voir les internautes. Alors, ça ne va pas nuire à votre référencement. C'est juste qu'il y aura plus ou moins de gens qui vont cliquer sur votre site si c'est mal fait. Là, clairement, vous êtes à 70 caractères. Et ça, c'est environ, parce qu'en fait, ce sont des pixels. Et je ne me souviens plus combien c'est, je crois que c'est 255 pixels. Donc, si vous mettez des i, vous allez en mettre 140. Si vous mettez w, vous allez en mettre plus de 25. Vous voyez, c'est pour vous donner une idée. Mais en moyenne, c'est à peu près 70 caractères. Et notamment, le Screaming Frog, il vous dira si effectivement vous êtes bien ou pas bien. Donc, c'est un peu l'intérêt de cet outil. Et là, vous voyez, donc, on est sur livraison de fleurs, clairement. On est sur livraison ici aussi. Par contre, il ne parle pas de fleurs ici, c'est un petit peu dommage. Donc, on a un petit peu raté la cible. Mais clairement, voilà, vous devez avoir tout de suite votre mot-clé ici tout de suite. Après, vous donnez un tout petit peu d'information. Moi, j'utilise souvent cette barre. Je trouve que c'est plus propre, effectivement, qu'un tiret ou autre. Et je mets le nom du site tout de suite derrière. Je ne mets jamais le site en avant. Je mets d'abord ce qu'il va y avoir comme contenu. Voilà, la page à quoi elle correspond. Et ensuite, le titre du site. Et par contre, ici, il y a un peu plus de texte. Et là, vous avez le droit à 160 caractères. Et là, on voit qu'il y a 3 petits points parce qu'il doit y avoir un peu plus de 160 caractères. Et vous verrez que sur mobile, et là, pour le coup, Yoast le fait très bien, que sur mobile ou sur PC, vous n'allez pas avoir du tout la même chose qui remonte. Donc, si a priori, vous avez un site qui va davantage être visible par mobile, de par votre activité ou de par votre public, faites attention à ce qui va être essentiel pour votre visibilité et pour que les gens cliquent sur votre page, sur ces résultats-là, ce soit visible tout de suite. C'est hyper important. Là, on est dans l'ergonomie, on est sur de la logique. Clairement, si votre mot-clé il est hyper important que vous le mettez à la fin, il ne sera peut-être pas visible. Donc, faites bien attention à ça. C'est hyper important de bien vérifier ça. Faites la même chose pour les réseaux sociaux. Si vous faites un post Facebook, vérifiez bien un mobile, parce que Facebook, c'est 90% mobile, que vos informations essentielles, elles soient tout de suite au début du texte. Il ne faut pas cliquer sur les petits points pour qu'effectivement on le voit. Là, vous allez passer à côté de mes photos. Non. Alors la question... vous qui n'êtes pas un robot, qui êtes un humain, si je vous mets livraison de fleurs en 2 heures à Paris, en 24 heures en France, sans tirer, sans espace, vous allez avoir un peu des problèmes pour le lire. Il faut bien vous dire que le robot est international. Le robot, il lit du chinois, il lit de l'arabe, il lit du cyrillique, il lit de l'anglais, il lit du français. Donc, clairement, si les mots-clés sont séparés avec un tiret, là, il va comprendre ce que c'est. Sinon, il n'y a personne dans le moteur de recherche qui va taper livraison de fleurs en 2 heures à Paris, en 24 heures en France, tout attaché. C'est que de la logique. Donc, vous mettez des tirets à chaque fois. Après, si vous ne voulez pas en mettre, ce n'est pas grave. Mais bon, vous allez ramer pour aller faire remonter votre site. Est-ce que ça répond à votre question? Ah bah oui, je vous remercie. Ah non, ce que je vous donne là, ce n'est pas pour vous embêter. C'est que clairement… c'est les règles. Ah ouais, moi, ça fait 5 ans que je référence des sites Internet. Et j'en ai que je remontais de 3e page en première page. Ce n'est pas sans rien, quoi. Il y a un réel intérêt. Donc ça… c'est hyper. Alors, ce n'est pas ce qui va vous faire monter dans le moteur de recherche, par contre, c'est ce qui va faire cliquer les internautes. Alors, de grâce, quand vous invitez les gens à manger chez vous, vous ne leur mettez pas un apéritif pas bon. Parce que clairement, ils vont dire bah non, c'est bon, on se tire, on a mal mangé. Là, c'est la même chose. Si vous leur proposez quelque chose qui n'a rien à voir, par exemple, si vous vendez des saucissons, que là, vous parlez de chaussettes,
clairement, ils ne vont jamais aller sur votre site. Et vous allez passer à côté de votre site. Même si votre site est bien référencé, que les balises sont bien mises, que les balises alternatives, machin, tout ça est bien fait, là, c'est ce que voit l'internaute. Là, c'est ce qu'il voit en tête de gondole du magasin. C'est ce qui va lui faire envie, qui va lui dire, bah oui, viens sur mon site, parce que là, ce que je te propose, c'est vraiment ce qui correspond. Donc, si vous êtes positionné sur le bon mot-clé et puis que là, vous le faites rêver, il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas sur votre site. Alors, je ne sais pas la personne qui pose des questions sur les balises, est-ce qu'elle est comblée dans mes explications ou est-ce qu'il lui manque des choses? Oui, bon, je la voyais aussi, c'est une ancienne question, je pense qu'on a répondu, Pascal. D'accord. Bon, super. Donc, pensez bien aux mots-clés. C'est hyper important, vous positionnez sur le bon mot-clé. Je vous dis, la personne que j'ai vue hier, alors pour elle, c'était sur du YouTube. Elle me dit, oh, mais ma chaîne, mes vidéos ne sont pas bien vues. Donc, ouais, OK. Donc, elle me dit, bah, à la fin, bon, on avait fini. Est-ce qu'on peut regarder les chaînes? Je dis, ouais, OK, pas de souci. Donc, on va sur la sienne. Et puis, en fait, elle avait positionné le titre de sa vidéo sur DPN. Alors, c'est un terme technique des électriciens, mais elle touchait du grand public. Et en fait, les professionnels aussi, elle touchait du grand public. Je dis, mais c'est quoi le DPN? Alors, elle m'explique. Je dis, bah, là, c'est un disjoncteur, là. Eh ben oui, je dis, mettez disjoncteur. Et quand elle a fait Google Trends et puis qu'elle a vu disjoncteur, qu'elle a vu DPN, elle a compris que déjà, elle partait à se baigner avec des chaussures en béton. Donc, c'est clair qu'elle n'allait pas gagner. Hein. Donc, c'est hyper important. Le mot-clé, c'est la porte d'entrée sur votre site. Donc, on choisit le mot-clé qui est pertinent par rapport à la personne qui recherche, pas par rapport à vos compétences. Je me répète, mais le nombre de fois où on voit ça, clairement, c'est catastrophique. Vous pouvez faire tout le reste comme il faut. Si vous n'avez pas choisi le bon mot-clé, vous avez tout faux, quoi. Et à contrario, prenez pas un mot-clé non plus qui est trop générique. Je me souviens, moi, d'une cliente là, que j'ai récupérée, par la CCI d'ailleurs, qui était venue me voir parce qu'elle avait un site, elle faisait, je ne sais plus combien, 300 vues mois ou par jour, je ne me souviens plus. Elle vient me voir, puis après, je lui dis, bah non, bah voilà, on va faire ça comme ça, comme ça. En fait, elle voulait faire un site qui s'adresse au public et aux professionnels. Je dis, ça va être compliqué. Je dis, il vaut mieux en faire deux différents, on va pas se positionner sur les mêmes mots-clés. OK, et puis après, on me demande plusieurs choses, puis après, elle me dit, ah, mais moi, je m'en fiche, de toute façon, j'ai la visibilité sur mon site. Je dis, ouais, mais vous avez combien de taux de rebond? Pas 80. Je dis, alors, est-ce que vous voulez avoir beaucoup de visibilité et pas vivre de votre site? Et clairement, on a refait le site, donc je l'ai guidé. 2 ans après, elle m'a remercié parce qu'elle arrivait à vivre de son site qu'elle n'avait jamais vécu jusqu'à de son site. Parce que tout simplement, on avait fait les bonnes balises. Et ce que je vous expliquais là, c'est ce que j'ai mis en place sur son site avec elle. Un jour, il y a un type qui se recommandait de Google. Alors, c'était une agence qui disait qu'elle était certifiée Google pour faire du référencement. Je ne sais plus combien il prenait, 400, 500, 600 euros, je ne me souviens plus. Elle me dit, oh Pascal, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, attendez que votre site remonte et puis après on verra. Et du coup, après, elle m'a remercié, elle m'a dit, bah ouais, il m'a fait faire des économies. Parce que clairement, en fait, elle avait un autre site qui existait, mais qui n'était pas avec le même nom. On s'était positionné sur une page sur le même mot-clé. Le site qui avait 5 ans de visibilité et celui qu'on venait de finir, qui avait 15 jours de visibilité, quand on a tapé le mot-clé, alors celui qui a 5 ans de visibilité est arrivé en premier et nous, on est arrivé tout de suite derrière. Donc là, elle m'a remercié parce que du coup, je lui ai fait économiser 600 balles. Donc voilà, ce que je vous ai donné, c'est vraiment, enfin, je veux dire, après, il y a quelques petites astuces, mais ce n'est pas ce qui va faire la différence. Si vous mettez ce que je viens de vous dire en place correctement, vous avez normalement la possibilité de remonter en première page Google. Alors, peut-être pas tout à fait au départ, parce qu'il va y avoir publicité et puis il y a peut-être plus de concurrence. Et fonctionnement, ça fonctionne. Moi, je l'ai fait pour un cuisiniste. Dieu sait s'il y a du monde sur le marché et qu'il y a des gens, des grosses boîtes avec des gens spécialisés là-dedans. Je ne suis pas arrivé dans les tout premiers, mais j'étais en première page dans les 4e ou 5e, quoi, alors qu'il y avait toutes les grosses usines avant. Donc voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Et la personne, en plus, son site, elle ne comptait pas trop dessus. L'image qui compte plutôt que sa définition. La taille, il faut qu'elle soit adaptée à l'affichage. Ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que si vous faites un carrousel, vous faites une image qui fait 48 pixels par 48 pixels, ça ne va pas fonctionner parce qu'il va la grossir, ça va être pas beau. Si on vous demande une image par 1250 pixels par 400 pixels de haut, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais à contrario, vérifiez bien ce que vous demande votre site, parce que si vous lui mettez une image trop grande, il va falloir qu'il en dimensionne, donc ça va être du temps de chargement en plus. Donc on lui met les images à la bonne dimension, comme ça il affiche directement l'image et il gagne du temps, et vous gagnez du temps en chargement de page, et donc vous remontez un peu plus dans les moteurs de recherche. Voilà. Donc concernant le mot-clé, on a fait le coup. Les bonnes questions à se poser, voilà. Est-ce que vous avez bien répondu aux questions des internautes? Donc, oui, on fait un contenu, c'est pour apporter quelque chose. Bon, s'il n'est pas trop mal, alors pour le moment, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais bon, si vous êtes satisfait, c'est l'essentiel. Mais n'hésitez pas à vous faire auditer par un coach Google ou par vos
mentor de la CMA. Je m'en occupe, c'est une de mes compétences. Ouais. C'est une de mes entreprises. Voilà. En conclusion, un plan d'optimisation SEO. Donc, c'est un cercle vertueux. Hein. Alors, normalement, et je dis bien normalement parce que je l'ai encore vu dernièrement, je donne des formations CCI sur WordPress et sur le SEO. Avant qu'il fasse un site internet, j'ai cassé un peu le programme et je leur ai fait un cours sur le SEO. Je leur ai dit comme ça, quand vous allez faire votre page, vous avez déjà anticipé le SEO. Plutôt que de faire une page, il passait une demi-journée dessus, puis après, bosser sur le SEO, il repassait une demi-journée pour modifier toute la page. Donc, ça ne va pas le faire. Clairement, quand vous faites une page, vous avez déjà pensé à votre mot-clé et vous commencez déjà à le positionner là où il faut. Vous gagnez du temps. Enfin, je veux dire, il y a bien de personnes qui ça viendrait à l'idée de, j'en sais rien, de finir sa maison puis de dire après, bah, tiens, je vais doubler l'intérieur. Alors, ça se fait. Enfin bon, c'est pas vraiment utile, quoi. Si on peut le prévoir avant, ça fait gagner beaucoup de temps. Et voilà. Donc là, c'est la même chose. Donc, dans un premier temps, vous définissez vos objectifs, quel public je veux viser, quel mot-clé je vais choisir. Et clairement, un site internet, et ça pour le coup, c'est pas important, on n'a pas parlé là-dedans, mais moi je le répète régulièrement, ce qui va caractériser un site internet, ce qui va faire qu'il va être pertinent ou pas, dans un premier temps, c'est votre proposition de valeur. Quand je parle de proposition de valeur, c'est pourquoi vous qui vendez des chaussures, vous êtes plus pertinent qu'un autre site qui vend des chaussures. Parce que vos chaussures sont en cuir, elles sont véganes, elles sont machin, elles sont trucs, elles sont des tailles 50, voilà. Il faut clairement que tout de suite, on comprenne la proposition de valeur de votre site. Quoi votre site est différent par rapport aux autres, ce que vous apportez par rapport aux autres. Donc, clairement, il faut que ce soit compréhensible tout de suite. Et le nombre de sites où on va dessus et puis on se dit, ben ouais, moi, quand des moments, j'arrive à faire des entretiens individuels, je dis aux gens, ne me dites rien. Je regarde le site, puis après, je pose des questions. Et des moments, on ne comprend pas ce qu'ils vendent. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, la première chose, c'est la proposition de valeur. Ensuite, c'est par rapport à votre site, quel objectif vous voulez obtenir. Un site, il y a forcément un objectif. Ce n'est pas uniquement pour se regarder le nombril. Est-ce que c'est pour obtenir des coups de téléphone? Est-ce que c'est pour faire remplir un formulaire? Est-ce que c'est pour télécharger un fichier? Est-ce que c'est pour acheter? Voilà. Bon, quand c'est un site e-commerce, la question ne pose pas, l'objectif est tout de suite défini. Et entre les deux, bah, il y a un internaute, c'est votre persona. Quel est votre public type que vous pensez? Et ça, c'est important. Si vous avez bien défini ces trois choses, bah, après, une fois que ça c'est défini, bah, vous faites votre site et surtout, vous faites votre petit plan d'optimisation SEO et vous testez, mesurez. Quand vous avez parlé d'analytics tout à l'heure, justement, vous allez voir si votre page fonctionne ou pas. Notamment, vous avez possibilité sur les sites, vous savez que dans votre site à vous, vous avez possibilité de mettre une zone de recherche. Donc, c'est des choses que vous allez chercher sur votre site. Ça, vous pouvez le traquer pour savoir quels mots-clés ont cherché les internautes. Et du coup, ça peut vous aider, donner des idées de contenu ou peut-être de produits parce que vous vous rendez compte qu'ils cherchent beaucoup tel ou tel produit que vous ne l'avez pas sur votre site. Toutes ces choses-là, ça se mesure. Donc, clairement, ça va être important de mettre en place, une fois que votre site est fait, de mettre en place la mesure de ce qui se passe sur votre site. Le premier temps, on définit ses objectifs. Alors, on fait l'audit de son site s'il est déjà fait. S'il n'est pas fait, ben, on passe cette étape-là. On choisit les bons mots-clés pour le bon contenu et pour les bons internautes, pour les bons personas. On met en œuvre son référencement. Et ensuite, une fois que c'est en place, on mesure. Alors, on ne regarde pas au bout d'une semaine, hein, c'est pas parlant. Hein. Vous regardez minimum 15 jours, 3 semaines. Alors, si vous avez du trafic sur votre site, vous avez 30 vues jours. Là, pour le coup, en 15 jours, déjà, vous pouvez avoir une idée. Par contre, si vous avez 3 vues jours, attendez un mois et demi avant de commencer à regarder pour vous faire une opinion. Hein. Sinon, ça ne va rien dire du tout. Voilà pour ça. Alors, un petit quiz rapidement. Ça va être compliqué parce que du coup, vous êtes quand même… Oui, puis il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on tienne le timing. Ouais. Alors, ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais passer rapidement. Du coup, et je vous donne la réponse derrière, tout simplement. Donc, l'outil qui permet de connaître les requêtes tapées par les visiteurs pour aller sur votre site. Donc, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est effectivement quels sont les mots-clés que vont taper les visiteurs pour aller sur votre site. Donc, cet outil, c'est la Search Console. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important. Puis, de toute façon, vous faites un site internet, il n'est pas référencé Search Console, c'est mort, quoi. Il ne sera pas visible. Ensuite, les balises qui impactent directement les référencements naturels. Donc là, ça va être les balises titres et les balises H1, H6. Ça, c'est les balises qu'il y a dans votre texte et la balise titre, c'est celle qui va remonter en tête de votre site, des résultats de recherche. Et quels sont les outils qui peuvent être les meilleurs mots-clés? Bah là, clairement, il ne va pas y en avoir 50. Et en fonction de leur volume et de leur concurrence, on l'a vu tout à l'heure, c'est Ubersuggest. Donc voilà, rapidement, le petit quiz qui a été fait à l'arrache.
Alors, je suis désolé, mais je n'avais plus le timing qui était affiché parce que tout à l'heure, ça s'est effacé. Il a fallu que je remette en route. Je ne savais plus trop. Bon, voilà. Et là, du coup, je vois l'horloge, effectivement, on est dans les clous. OK. Alors, je vais juste reprendre la main. Alors, je vous invite à aller prendre un effet Algon après, si vous avez besoin. Parce que... Voilà, donc je reprends juste la main quelques instants juste pour vous dire qu'évidemment que la chambre de métier, on a des conseillers qui sont répartis sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, on est spécialisé dans le numérique, c'est notre mission principale. Donc évidemment, on peut vous accompagner sur ce que vous a dit Pascal, et c'était dense, pointu. Donc voilà, après on peut revoir maintenant au cas par cas ce dont vous avez besoin, puis mettre ça en habit. Voilà, je vous laisse la diapo, vous ayez de quoi nous contacter. Donc voilà, on est évidemment à votre disposition. Vous avez un conseiller globalement dans chaque département de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, on est là pour vous accompagner. Muriel, je te laisse peut-être finir la suite. En ce qui me concerne. Pardon. Pardon. Allez-y, Pascal. Non, c'est bon. Moi, je voulais remercier tout le monde pour leur participation. Et désolé si c'était un petit peu technique. Mais là, quand on parle de référencement, on est forcément obligé de tomber un petit peu dedans, malheureusement. Ouais. Oui, non, mais ça ne remet pas en cause, évidemment, la qualité de votre présentation, Pascal. Mais on connaît très, très bien nos entreprises. Donc, on sait au bout d'un moment quand est-ce que, dans le vocabulaire, quand est-ce que ça sature. C'est pour ça que je me suis permis de vous orienter. Le référencement est quand même un sujet hyper large, hyper vaste. En 1 heure, voilà, tout savoir sur le référencement, c'est vraiment un gros challenge. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on est là aussi pour vous accompagner en dehors de ces webinaires qui sont sur des périodes très, très courtes, 1 heure, 1 heure et demie. Donc, comme vous l'a dit David, n'hésitez pas à nous contacter avec les coordonnées que vous avez eues par mail ou par téléphone. On est là pour vous accompagner sur, donc vous, entreprise artisanale, sur toutes les questions qui touchent le numérique au travers des diagnostics, des accompagnements sur la rédaction de cahier des charges. On a en place des formations qui permettent de vous aider à créer des sites Internet dans chacun de nos départements. Et bien sûr, dans la continuité de ces formations, on a des accompagnements individualisés. Donc, on fait principalement en entreprise, par demi-journée. Donc là, c'est plus de l'individuel et on va pouvoir travailler avec vous sur votre projet, sur votre site Internet, voilà, c'est surtout du conseil et de l'accompagnement. Sur tout ce qu'on a pu voir ce matin, hier, les jours précédents et les jours qui vont suivre par rapport à ces webinaires. Donc, c'est des thèmes qu'on maîtrise et sur lesquels on peut vous conseiller en individuel. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, votre attention et à bientôt. À bientôt. Merci. Bonne matinée. Merci Pascal pour votre... Merci Pascal. Merci à vous deux pour votre accueil. À bientôt. N'oubliez pas de quitter l'enregistrement, David, et puis de finaliser. Pas comme moi.